Au dîner de répétition de ma sœur, maman lui a tendu une boîte cadeau et a dit « C'est pour ma fille unique ». Tout le monde a applaudi pendant que j'étais assise là, figée. Un mois plus tard, quand leur maison de vacances a eu besoin d'un acheteur pour les sauver de la faillite, ils m'ont appelé. J'ai simplement ri et j'ai dit « Désolé, je n'aide que la famille ». Je tenais l'invitation au mariage de ma sœur quand maman m'a dit les mots qui ont fissuré quelque chose en moi. Laura, c'était le week-end dernier. Le papier tremblait dans mes mains, les lettres dorées soudainement vides de sens. Qu'est-ce que tu veux dire, le week-end dernier, ai-je demandé, ma voix devenant aiguë et montante. Les yeux de maman se sont tournés vers la fenêtre de la cuisine, sa cuillère cliquetant contre sa tasse. Tu as dû te tromper dans les dates, a-t-elle dit. J'ai regardé à nouveau. La carte disait clairement samedi 12 juin. Demain. Ma gorge s'est asséchée. Non, maman, regarde. J'ai poussé l'invitation vers elle, mais elle n'a même pas baissé les yeux. C'est passé, a-t-elle dit doucement, comme s'il s'agissait d'un malentendu mineur. Les mots m'ont frappé comme une gifle. C'est passé. Pendant un long moment, je n'ai pas pu parler. L'horloge de la cuisine tic-taquait derrière moi, bruyante et cruelle. Dehors, la pluie de l'Oregon tambourinait contre la vitre. Alors, tout le monde était là, ai-je finalement demandé, ma voix creuse. Maman a hoché la tête sans lever les yeux. C'était en petit comité. La famille seulement. J'ai ri, un son sec et brisé. La famille seulement, ai-je répété. C'est ça. L'invitation a glissé de ma main et a heurté le comptoir avec un bruit sourd. Toute la semaine, j'avais tout planifié, robe passée à la vapeur, rendez-vous chez le coiffeur réservé, cadeau emballé. J'avais même pris quelques jours de congé. Le grand jour de ma petite sœur Émilie était censé être demain, et je voulais que tout soit parfait. Je nous avais imaginé en train de rire, peut-être de pleurer, de nous étreindre après la cérémonie. Au lieu de cela, ma propre mère m'avait regardé dans les yeux et m'avait dit que je n'avais pas ma place là-bas. Pourquoi personne ne m'a rien dit, ai-je demandé, essayant de garder ma voix stable. Maman a juste soupiré. Ce n'était pas intentionnel, Laura. L'organisatrice a envoyé les mauvaises invitations à quelques personnes. Elle l'a dit avec une finalité qui m'a tordu l'estomac. Quelques personnes, ai-je demandé. Quelqu'un d'autre dans ces quelques personnes qui ne soit pas de ton sang? Sa bouche s'est crispée. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. Je l'ai regardé, essayant de déceler une lueur de culpabilité, mais il n'y en avait aucune, seulement de l'inconfort, seulement de l'évitement. Papa est entré dans la cuisine, traînant les pieds. Toujours dans sa robe de chambre usée, un journal glissé sous son bras. Qu'est-ce qui se passe, a-t-il demandé, son ton à moitié intéressé. Maman n'a pas répondu, lui a juste jeté un regard. Il a hésité, puis a dit doucement, ne faisons pas ça maintenant. Je me suis tourné vers lui. Le savais-tu? Son silence m'a tout dit. Quelque chose en moi est devenu immobile. Pas de cris, pas de larmes, juste un calme glacial qui s'étendait. Je vois, ai-je dit. Vous avez tous décidé ça ensemble. Maman a secoué la tête rapidement. Non, Laura, ne déforme pas les choses. Ne déformer quoi, les jeux coupés. Ne pas souligner l'évidence? Vous avez eu un mariage sans moi. Sa mâchoire s'est serrée. Ce n'était pas personnel. Cette phrase m'a brisé. Pas personnel. C'est le mariage de ma sœur. Maman, j'ai aidé à en payer une partie. Le photographe, tu te souviens? La compte est passée sur ma carte parce qu'Émilie était à court ce mois-là. Elle n'a pas répondu. L'air dans la cuisine semblait épais, comme si on respirait sous l'eau. J'ai regardé la femme qui m'a élevé, l'homme qui regardait en silence, et j'ai réalisé que j'étais la seule choquée par cela. Il l'avait planifié, en avait discuté, l'avait décidé. Je m'en vais, ai-je dit finalement. Ma voix semblait étrangère à mes propres oreilles. Plate, définitive. J'ai attrapé mon manteau sur le dossier de la chaise et je suis sorti avant que l'un d'eux ne puisse répondre. Dehors, la pluie tombait plus fort, brouillant l'allée entraînée grise. Je suis monté dans ma voiture et je suis resté assise un long moment, fixant le pare-brise tandis que l'eau glissait sur la vitre. Mon reflet semblait inconnu, plus vieux, plus petit en quelque sorte.
Le silence dans la voiture était assourdissant. Mon téléphone s'est allumé sur le siège passager, une notification des réseaux sociaux d'Émilie. Je l'ai ouverte sans réfléchir. L'écran s'est rempli d'une photo d'elle en robe blanche, riant sous une arche de fleurs. Maman et papa se tenaient à côté d'elle, souriant comme si rien au monde ne pouvait les atteindre. Fier de notre fille unique, disait la légende. Les mots m'ont coupé plus profondément que n'importe quel cri n'aurait pu le faire. Fille unique. J'ai parcouru les commentaires, des centaines d'entre eux. Félicitations, belle famille, parents chanceux. Pas une seule mention de moi. J'ai posé le téléphone, mon pouls battant dans mes oreilles. La pluie est devenue un mur de son. Demain était censé être le jour où je me présenterais pour une fois de plus. Mais ils s'étaient déjà présentés les uns pour les autres et m'avaient complètement laissé en dehors du tableau. J'ai démarré la voiture, le moteur vrombissant doucement. Mes yeux piquaient, mais aucune larme n'est venue. Je ne voulais pas pleurer. Pas pour eux. J'ai conduit sans but pendant un moment dans les rues de Portland, passant devant des cafés et des couples se tenant sous des parapluies, passant le virage familier qui menait à mon appartement. Mes mains serraient le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. À un feu rouge, j'ai de nouveau aperçu mon reflet dans le rétroviseur. Pour la première fois, je n'ai pas vu quelqu'un d'exclu, mais quelqu'un d'effacé. Depuis combien de temps était-ce comme ça? Des années à être la personne fiable, la fille responsable qui réglait leurs problèmes, payait leurs dettes, comblait le silence. Chaque crise, il m'appelait, chaque célébration, il m'oubliait. J'ai pensé à l'argent que j'avais viré à Émilie quand son entreprise de design était en difficulté. 10 000 $ partis avec une promesse de me rembourser qui n'est jamais venue. J'ai pensé aux 30 000 $ que j'avais donnés à maman et papa pour réparer le toit qui fuyait de la maison familiale et comment le seul merci que j'avais reçu était un « Tu es une bénédiction, ma chérie », en passant. Je pensais que c'était de l'amour. Maintenant, ça ressemblait juste à de la monnaie. Au moment où j'ai atteint mon condo en centre-ville, la pluie s'était transformée en brume. Je me suis garé, suis resté immobile un instant, puis j'ai expiré une longue respiration tremblante. L'invitation était toujours sur le siège passager, déformée par l'eau, les bords gondolés. Je l'ai ramassé et j'ai lu l'écriture dorée une dernière fois. Émilie et Daniel vous invitent à célébrer leur union. Samedi 12 juin, 14 h. Demain. Le mensonge me regardait en face. J'ai froissé le papier dans ma main et l'ai laissé tomber sur le sol. À l'intérieur de mon appartement, tout était propre. Silencieux, intact par leur monde. J'ai enlevé mes chaussures, laissé tomber mon sac à main sur le canapé et j'ai regardé par la fenêtre les lumières de la ville scintiller à travers la brume. Quelque part en ville, ma famille célébrait, postait des photos, levait des verres, faisant semblant que je n'existais pas. J'ai chuchoté dans la pièce vide. La famille seulement, hein. Un rire amer m'a échappé avant que je puisse l'arrêter. Puis, alors que le silence s'installait à nouveau, une pensée différente s'est formée. Claire, calme, solide. Ils pensent que je suis facile à effacer. Ils vont apprendre le contraire. Je suis allé à la cuisine, me suis versé un verre de vin et j'ai regardé l'horizon. Les lumières se reflétaient sur le verre, net et stable. Demain, j'étais censé me présenter en tant que sœur fière. Au lieu de cela, je me présenterais comme quelque chose de tout à fait différent. Parce que s'il m'avait appris quelque chose, c'était ceci, parfois, la seule façon d'être vu est d'arrêter d'attendre une invitation. Le lendemain matin, j'étais assise dans un café du centre-ville, fixant une tasse de café qui avait refroidi depuis longtemps. La pluie avait cessé, mais tout à l'extérieur semblait encore gris, comme si toute la ville retenait son souffle. Je faisais défiler mon téléphone sans réfléchir jusqu'à ce que je voie la publication du mariage d'Émilie. Elle avait mis en ligne plus de photos pendant la nuit. L'une a attiré mon attention. Maman debout à côté d'elle, toutes deux rayonnantes, des coupes de champagne levées. La légende disait, tellement fière de ma fille unique. Ma poitrine s'est serrée. J'ai relu ces mots encore et encore. Fille unique. C'était une petite phrase, mais elle m'a vidé de l'intérieur. Ma main tremblait en posant le téléphone, la tasse cliquetant contre la soucoupe. Les gens autour de moi discutaient, riaient, tapaient sur des ordinateurs portables. La vie normale, qui continuait, tandis que la mienne était à l'arrêt. J'ai chuchoté sous mon souffle, fille unique, hein.
Un homme à la table voisine a levé les yeux, puis les a rapidement détournés. J'ai failli rire de l'absurdité d'être effacé en temps réel en buvant un mauvais café. Les souvenirs ont afflué, les uns après les autres. Ça avait toujours été Émilie. Elle était la chérie, l'enfant en or. Même enfant, elle avait la plus grosse part de gâteau, la place avant, le bénéfice du doute. J'étais celle qui devait nettoyer, faire des compromis, être compréhensive. Quand j'avais 12 ans, elle a cassé le vase préféré de maman et m'a accusé. J'ai subi la punition sans un mot parce que maman pleurait et Émilie tremblait. Et je pensais que c'était ce que faisaient les bonnes sœurs. Quand j'avais 16 ans, papa a perdu son emploi pendant quelques mois. J'ai pris des services dans un restaurant après l'école, remettant mes pourboires pour aider avec les courses. Émilie avait 14 ans, maman disait qu'elle était trop jeune pour travailler, trop fragile pour le stress. Elle avait toujours ses leçons de piano pendant que j'apprenais à compter les billets et à sourire malgré l'épuisement. Je pensais que ces sacrifices signifiaient quelque chose. Qu'être fiable valait de l'amour de la même manière que le charme. Le schéma n'a jamais changé. Quand j'ai obtenu une bourse complète pour l'Oregon State, papa a dit, peut-être reste dans le coin. Aide un peu ta mère. C'est ce que j'ai fait. Émilie est allée à Seattle pour une école de design et ils lui ont organisé une fête de départ avec un gâteau qui disait « Rêve en grand, ma chérie ». Quand j'ai obtenu mon diplôme, maman l'a à peine mentionné. J'ai pris une gorgée de mon café maintenant froid. L'amertume me semblait juste. Il y a 3 ans, quand l'entreprise de design d'intérieur d'Émilie a failli s'effondrer, elle m'a appelé en pleurant à minuit. Sa voix tremblait. « S'il te plaît, Laura. J'ai juste besoin d'un petit coup de main. Je te rembourserai dès que possible. » Je lui ai viré $10 000 le lendemain matin. Elle n'en a plus jamais parlé. Pas de merci. Pas de remboursement, juste le silence. Il y a 2 étés, le toit de la maison de mes parents a commencé à fuir. Ils ont appelé, paniqués, disant que les fondations se fissuraient aussi. $30 000. J'ai puisé dans mes économies, leur ai dit de ne pas s'inquiéter. Ils ont dit, tu as toujours été la pragmatique. Je pensais que cela signifiait de l'appréciation. En y repensant, cela signifiait de l'utilité. Je me disais que c'était ça, la famille, être la même quand il ne l'était pas. Mais assise là, dans ce café, lisant « Ma fille unique », j'ai réalisé à quel point ça avait toujours été à sens unique. J'ai fermé les yeux et j'ai vu la soirée de leur fête d'anniversaire l'année dernière. Ils avaient loué une maison près du lac, la même pour laquelle je les avais aidés à obtenir l'acompte. Toute la famille élargie est venue. J'ai payé la note du traiteur, me disant que c'était un cadeau. Pendant le dîner, maman a levé son verre et a dit, à Émilie et Daniel, notre fierté et notre avenir. J'ai souri, applaudi, prétendant que ça ne me piquait pas. Plus tard, quand tout le monde a pris des photos de famille, elle a dit, faisons juste une avec Émilie et Daniel d'abord. Ils ne m'ont jamais appelé pour les rejoindre ensuite. J'avais passé toute ma vie à faire partie de l'arrière-plan de leur bonheur. Le serveur est passé en demandant si je voulais une recharge. J'ai secoué la tête. Mon estomac était noué, comme si le chagrin avait pris une forme physique. J'ai ouvert mes emails par habitude et j'ai remarqué un nouveau message du bureau des propriétés du comté. Une ligne a attiré mon attention. Impôt foncier de la propriété du lac Oswego dû le mois prochain. Mon nom était listé comme titulaire du compte. J'ai froncé les sourcils, confuse. Mon nom. J'avais oublié ce détail. Il y a des années, quand maman et papa avaient des difficultés, j'avais géré l'achat. Ils voulaient une résidence secondaire, mais ne se qualifiaient pas pour le prêt, alors je l'avais acheté à mon nom. Ils avaient promis de couvrir l'entretien, mais d'une manière ou d'une autre, les factures m'étaient toujours parvenues. J'ai fermé l'email et j'ai expiré. Peut-être que cette maison était la seule chose dans ma vie qui m'appartenait vraiment. La sonnette au-dessus de la porte du café a tinté, et j'ai levé les yeux, surprise. Ce n'était pas eux, bien sûr. Ce n'était jamais eux. Pendant un instant, j'ai imaginé entrer dans leur maison, tenant l'invitation, exigeant des réponses. Je pouvais déjà voir le visage de maman, tendu, sur la défensive, et Émilie feignant une culpabilité qu'elle ne ressentait pas. À quoi bon? Il déformerait encore les choses, me ferait passer pour déraisonnable. Il le faisait toujours.
J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler mes messages avec Émilie. Le dernier datait de plusieurs mois. Tu es incroyable, sœurette. Je ne pourrais rien faire de tout ça sans toi. C'était quand elle avait de nouveau emprunté de l'argent pour une campagne marketing. Je l'avais cru. J'ai verrouillé l'écran. C'est fini, ai-je dit doucement. Pour une fois, les mots ne sonnaient pas comme une menace. Ils sonnaient comme une promesse. Dehors, les nuages se dissipaient, des traînées de lumière du soleil perçant à travers. C'était presque cruel à quel point la journée était devenue belle. Je suis restée assise là jusqu'à ce que mon café devienne froid comme la pierre, et que mon cœur s'apaise en quelque chose de plus calme que la tristesse, la résolution. Quand je me suis finalement levé, la serveuse a souri. Vous voulez un gobelet pour emporter? J'ai secoué la tête. Non, j'ai terminé. J'ai laissé de l'argent sur la table et je suis sorti dans la rue, l'air vif et pur après la pluie. Mon téléphone a vrombi alors que je traversais vers ma voiture. Un SMS d'un numéro inconnu. Laura. C'est Nina. Appelle-moi ce soir. C'est à propos du mariage de ta sœur. Nina Clark, mon ancienne amie de l'université, maintenant avocate. Nous ne nous étions pas parlé depuis des mois, mais je faisais confiance à son instinct. Le timing a fait battre mon pouls plus vite. Je me suis glissé dans ma voiture, fixant le SMS. Mon reflet dans le rétroviseur semblait différent, plus stable. Ils avaient construit toute une vie à prendre de moi, à décider qui j'avais le droit d'être. Peut-être que ça s'arrêtait ce soir. J'ai conduit lentement vers la maison, les fenêtres baissées, laissant l'air rafraîchir mon visage. À un feu rouge, j'ai regardé l'invitation toujours froissée sur le siège passager. Ses bords étaient maintenant déchirés, la feuille d'or s'écaillait. Je l'ai lissée avec ma main et j'ai regardé la date, le 12 juin, se moquant de moi en écriture cursive élégante. Ma sœur obtenait tout ce qu'elle voulait. L'admiration, l'attention, et une famille prête à tordre la vérité pour elle. Mais ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que j'avais aussi appris quelque chose d'elle. Comment jouer discrètement? Comment attendre que le temps fasse le travail pour moi? Le feu est passé au vert. J'ai appuyé sur l'accélérateur. Ce soir-là, alors que les lumières de la ville scintillaient devant ma fenêtre, je me suis assise avec mon téléphone sur mes genoux, relisant le message de Nina. Appelle-moi ce soir. Mon doigt a plané au-dessus du bouton d'appel un instant avant que j'appuie. La ligne a sonné une fois, 2 fois, puis a cliqué. Laura. La voix de Nina est arrivée, basse mais urgente. Je dois te dire quelque chose à propos du mariage. Le son de son ton m'a serré le cœur. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a hésité. Pas au téléphone. Peux-tu me rencontrer demain? J'ai regardé la vitre sombre de la fenêtre, mon propre reflet me regardant, calme mais alerte. Ouais, ai-je dit finalement. Dis-moi où. Quand j'ai raccroché, je me suis adossé au canapé, fixant le plafond. La ville bourdonnait à l'extérieur, vivante et indifférente. Pour la première fois, je n'avais pas l'impression de sombrer. Je me sentais immobile. Quoi que Nina sache, je serais prête à l'entendre, car la vérité ne pouvait pas faire plus mal que le mensonge ne l'avait déjà fait. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. La ville à l'extérieur de ma fenêtre pulsait de vie, des sirènes lointaines, des rires d'une voiture qui passait. Mais à l'intérieur de mon appartement, tout était trop immobile. Je me suis assise à mon bureau, l'ordinateur portable ouvert, parcourant mes relevés financiers. Chaque ligne ressemblait à une ecchymose que j'avais ignorée trop longtemps. 10 ans de transactions racontaient une histoire que je n'avais pas voulu affronter. Il n'appelle que quand quelque chose casse, ai-je marmonné pour moi-même. Les dates remontaient à mes 20 ans. La facture du dentiste de maman. Les réparations du camion de papa. Le prêt commercial temporaire d'Émilie qui est devenu permanent. Tous les quelques mois, une nouvelle crise. Chaque fois, mon compte en banque saignait un peu plus. Au début, j'avais appelé ça de l'amour, plus tard, une obligation. Mais ce soir, en regardant la liste interminable de retraits, j'ai vu ce que c'était, de la dépendance, déguisée en famille. Il y a 3 ans, l'entreprise d'Émilie s'était effondrée après qu'un client se soit retiré. Elle avait pleuré au téléphone, dit qu'elle ne pouvait plus respirer, plus dormir. J'avais viré $10 000 le lendemain matin.
Je te rembourserai dès que le nouveau contrat commencera, avait-elle promis. Elle ne l'a jamais fait. Même pas un merci. 2 ans plus tard, papa a de nouveau appelé à propos du toit. Il fuit dans le salon, avait-il dit. Ta mère panique. On risque de perdre la maison. J'étais en pleine réunion de projet, mais j'ai quitté le travail plus tôt, j'ai conduit jusqu'à leur maison à West Lynn et je lui ai remis un chèque de $30 000. Il m'avait serré dans ses bras en marmonnant, « Tu es une bonne fille ». Cela sonnait comme un compliment, mais en y repensant, c'était de la possession. Il ne me voyait plus comme une fille. J'étais la solution, le fond, le plan de secours. J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis frotté les yeux. Le silence dans l'appartement pesait sur moi comme un poids. Mon téléphone a vrombi, un SMS de Nina. Toujours d'accord pour demain. Café à 10 heures au Riverside Café. Oui, ai-je répondu. Puis, presque sans réfléchir, je crois que je suis prête à savoir. Le lendemain matin, je suis arrivé en avance. Le Riverside Café surplombait la rivière Willamette, la lumière du soleil traversant l'eau en ligne d'or pâle. J'ai commandé un café noir et je me suis assise près de la fenêtre, regardant dehors. Nina est entrée quelques minutes plus tard, les cheveux attachés en un chignon bas, un dossier glissé sous son bras. Elle avait l'air la même, nette, calme, le genre de présence qui ancre le chaos. « Laura » a-t-elle dit en se glissant sur le siège en face de moi. « Ça va ?» J'ai connu mieux, ai-je dit doucement. Tu as dit que c'était à propos du mariage. Elle a expiré, jetant un regard autour d'elle avant de se pencher. Je ne voulais pas te dire ça à moins d'être sûr, mais j'ai parlé à quelqu'un qui travaillait pour l'organisatrice d'événements que ta sœur a engagée. Je me suis figé. La voix de Nina était stable mais douce. Ta mère a dit à l'organisatrice d'envoyer ton invitation à la mauvaise liste. Elle a dit qu'elle ne voulait pas de tension le jour d'Émilie. Tension, ai-je répété, le mot acerbe sur ma langue. Elle a aussi dit, et je suis désolé pour ça, qu'elle ne voulait pas de toi là-bas parce que tu attires l'attention. Pendant un moment, tout ce que j'entendais était le faible bourdonnement de la machine à expresso derrière nous. Parce que j'attire l'attention, ai-je demandé, à peine au-dessus d'un murmure. Nina a hoché la tête. Elle a dit que tu intimides Émilie. Que ton travail, ton indépendance, ces choses-là la font se sentir petite. Je me suis reculé, les mots me vidant de l'intérieur. J'ai pensé à toutes les années où je m'étais faite plus petite pour eux, restant silencieuse quand ils dénigraient mes choix, aidant quand ils ne demandaient pas gentiment, évitant la confrontation parce que je pensais que la famille signifiait maintenir la paix. Mon Dieu, ai-je dit, riant doucement, amèrement. Alors, réussir signifie que je suis une menace maintenant. Les yeux de Nina se sont adoucis. Les familles toxiques ne célèbrent pas ton succès, elles le gèrent. La vérité s'est installée dans ma poitrine comme du plomb. J'ai regardé par la fenêtre, observant un couple passer main dans la main. J'avais toujours imaginé que des moments comme celui-ci me rendraient furieuse, mais ce que je ressentais était pire, la clarté. C'est moi qui tenais tout ensemble, ai-je dit lentement. Et ils ont décidé que je ne cadrais pas dans le tableau. Nina a hoché la tête. Il ne s'agit pas de ce que tu as fait de mal. Il s'agit de contrôle. Tu as cessé d'avoir besoin d'eux, et ça fait peur aux gens qui dépendent de ta faiblesse. J'ai siroté mon café. L'amertume a percé l'engourdissement. Tu sais ce qui est drôle, ai-je dit. Quand ils étaient fauchés, j'étais de la famille. Quand ils avaient besoin d'aide, j'étais fiable. Mais à la seconde où j'ai cessé d'être utile, je suis devenue gênante. Elle a incliné la tête. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. La question ne portait pas sur la vengeance. Pas exactement. Il s'agissait de récupérer quelque chose que je les avais laissés prendre pendant des années, mes limites. D'abord, ai-je dit, j'arrête de financer leur confort. Nina a souri faiblement. C'est un début. Nous avons parlé pendant une autre heure des aspects juridiques de la propriété, du fait que mon nom était toujours sur l'acte de propriété du lac Oswego, de la façon dont je pouvais affirmer mon contrôle si je le voulais. Au moment où nous avons terminé, le soleil s'était déplacé au-dessus de la rivière, dispersant la lumière sur la fenêtre comme des éclats de verre. Quand je suis rentré à la maison, je me suis assise à ma table de salle à manger avec un carnet neuf et j'ai commencé à tout noter, l'argent que j'avais envoyé,
les détails de la propriété, même les fils de SMS où Émilie promettait de me rembourser. Ce n'était plus la colère qui me motivait. C'était la tenue de registre, la preuve. Les heures ont passé tranquillement, la lumière du soleil s'estompant dans le crépuscule. Je n'ai pas allumé les lumières. Vers 20 heures, mon téléphone a de nouveau vrombi. Un SMS de papa. Ta mère s'inquiète. Peux-tu nous aider avec l'assurance de la maison du lac ce mois-ci? J'ai regardé le message, m'attendant à moitié au vieux réflexe, oh, bien sûr, je m'en occupe, automatique. Au lieu de cela, j'ai tapé un mot, non, puis je l'ai effacé, puis j'ai tapé à nouveau. Vous devrez vous en occuper vous-même. Mon doigt a plané au-dessus de « Envoyer ». J'ai appuyé avant de pouvoir changer d'avis. À la seconde où le message est parti, quelque chose s'est dénoué en moi. Je me suis adossé, expirant pour ce qui m'a semblé être la première fois depuis des années. Le téléphone est resté silencieux. Pas de réponse. J'ai regardé mon appartement, la douce lumière de la cuisine se déversant sur le parquet. Tout ici était à moi, acheté avec mon propre travail, mes propres efforts, ma propre paix. Je suis allé à la fenêtre. Le ciel était strié d'orange, s'estompant en un bleu profond. Quelque part dans cette grande maison de banlieue, ils se disputaient probablement à propos des factures, de moi, de mon ingratitude. Et pour une fois, je m'en fichais. Mon regard s'est porté sur un dossier posé sur mon bureau, celui avec l'acte de propriété que j'avais signé il y a 5 ans. La maison du lac Oswego. Je l'ai ouvert et j'ai parcouru l'entête. Propriétaire principal, Laura Mitchell. Mon nom, pas le leur. Je ne l'avais pas remarqué avant. Pas vraiment. À l'époque, c'était juste une autre faveur, un autre sauvetage. Mais maintenant, la vue de cela a stabilisé mon pouls. J'ai chuchoté à moi-même, ils me croient impuissante. Voyons comment ils réagissent quand ils réaliseront que je possède tout ce sur quoi ils ont bâti leur mensonge. J'ai fermé le dossier et l'ai glissé dans mon sac. Demain, je l'apporterai à Nina. Il était temps d'arrêter d'être leur filet de sécurité et de commencer à être la tempête qu'ils n'ont jamais vue venir. Les lumières de la ville se sont allumées à l'extérieur de ma fenêtre alors que la nuit tombait sur Portland. Je suis resté là un moment, regardant les reflets ondulés sur la vitre, sentant le genre de force tranquille qui vient après la rupture. Ce n'était pas de la rage. C'était de la résolution. Et pour la première fois, je ne me sentais pas petite. Je me sentais prête. La pluie a recommencé le lendemain matin, douce et régulière, tapotant contre la fenêtre de ma cuisine comme un métronome. Je me suis assise au comptoir, fixant le dossier avec l'acte de propriété que j'avais trouvé la veille. Mon nom, Laura Mitchell, était imprimé proprement en haut. Le voir la semblait encore irréel. J'ai tracé les lettres du bout de mon doigt comme pour confirmer que oui, j'existais quelque part dans ce désordre et non, il ne pouvait pas m'effacer de tout. Mon téléphone a vrombi à 9 heures précises. Nina. Je vais au bureau plus tôt, disait son SMS. Apporte les documents. Nous en discuterons. Au moment où je suis arrivé, le ciel au-dessus du centre-ville de Portland avait pris la couleur du béton mouillé. Le bureau de Nina se trouvait dans un bâtiment en briques restauré avec de hautes fenêtres en verre qui rendaient tout plus net, plus délibéré. Elle attendait déjà près de son bureau quand je suis entré, les manches retroussées, un café fumant à côté de son ordinateur portable. « Bonjour », a-t-elle dit. Sa voix était calme, mais ses yeux scrutaient les miens. « Prête ?» J'ai hoché la tête et je lui ai tendu le dossier. C'est l'acte de propriété de la maison du lac Oswego. Mes parents l'utilisent depuis des années, la louent, la revendiquent comme la leur. Elle a ouvert le dossier, feuilletant rapidement les pages. « Tu l'as acheté directement ?»« Ouais », ai-je dit en tirant une chaise. Il y a 5 ans, il ne se qualifiait pas pour le prêt, alors je l'ai fait. J'ai tout couvert, la compte, les frais de clôture. Je pensais que j'aidais. Nina a parcouru une ligne sur l'acte, ses sourcils se levant légèrement. Tu n'as pas seulement aidé, tu en es propriétaire. Ces mots ont atterri, lourds, définitifs. Pendant un long moment, je suis resté assise là, sentant cette vérité s'installer. Toutes les années où il m'avait traité comme une étrangère, et pendant tout ce temps, le sol sur lequel il se tenait m'appartenait littéralement. Nina a levé les yeux. Cette maison, Laura, c'est ton levier.
Ils ont bâti leur confort sur ta générosité, et ça veut dire que tu détiens toutes les cartes maintenant. Je me suis adossé, la chaise grinçant sous moi. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, a-t-elle dit en mettant le dossier de côté. Ça dépend de ce que tu veux. Tu peux récupérer la propriété, légalement, geler le revenu locatif, même déposer une mise en demeure pour utilisation non autorisée. Mais je veux que tu comprennes, une fois que tu t'engages sur cette voie, il n'y a pas de retour en arrière. J'ai souri faiblement. Ils ont déjà fermé cette route quand ils m'ont exclu du mariage. Nina a hoché la tête lentement, comme si elle s'attendait à cette réponse. Elle m'a versé une tasse de café de la cafetière sur son bureau. J'ai fait quelques recherches après notre appel d'hier soir, a-t-elle dit. Un de mes amis travaille dans l'entreprise d'événementiel que ta sœur a utilisée. J'ai posé quelques questions juste pour confirmer ce que nous soupçonnions déjà. Mon estomac s'est noué. Elle a hésité, puis a croisé mon regard. Ta mère a spécifiquement dit de te retirer de la liste des invités. Elle a dit qu'elle voulait une journée sans stress et ne voulait pas de tension avec sa fille aînée. J'ai ri doucement, incrédule. Sans stress, ai-je répété. C'est une bonne façon de décrire le fait d'effacer quelqu'un. Nina a poussé la tasse vers moi. C'est pire que ça. Apparemment, Émilie a dit à l'organisatrice que tu essaierais probablement de prendre le contrôle de l'événement si tu la prenais. Je me suis figé, fixant le café noir. La vapeur s'est brouillée une seconde avant de s'estomper complètement. Je ne l'ai même pas appelé après avoir reçu l'invitation, ai-je dit doucement. Je me suis juste présenté avec un cadeau, prêt à aider. Ils devaient le savoir. Ils ont dû le planifier. L'expression de Nina s'est adoucie. Je suis désolé, Laura. J'ai secoué la tête. Non, ne le sois pas. C'est clarifiant. La pluie à l'extérieur s'est intensifiée, striant la fenêtre comme des fils d'argent. Je me suis souvenu de la façon dont maman m'avait regardé ce matin-là dans sa cuisine, coupable, mais pas désolé. De la façon dont papa n'avait rien dit. De la façon dont Émilie avait souri sur cette photo sous la légende « Ma fille unique ». Il voulait que je parte parce que je l'aimais mal à l'aise, ai-je dit. Parce que je travaille dur, parce que je n'ai besoin de personne pour me sauver. La voix de Nina était stable. Tu as dépassé leur contrôle. C'est de ça qu'il s'agit vraiment. J'ai expiré, la mâchoire serrée. Alors peut-être qu'il est temps qu'ils ressentent ce que c'est que de perdre le contrôle. Le sourire de Nina était petit, mais entendu. Alors nous commencerons ici, avec ce qui t'appartient de droit. Nous avons passé l'heure suivante à examiner des documents, des déclarations de revenus, des contrats de location, des preuves de propriété. Nina a surligné des lignes, pris des notes, rédigé des lettres. Je l'ai regardé travailler, le grattement rythmique de son stylo m'ancrant. Chaque clic de son agrafeuse ressemblait à un acte de justice silencieux. Quand elle a eu fini, elle s'est adossée et a dit « Nous déposerons un avis de propriété auprès du comté aujourd'hui. Une fois que ce sera officiel, ils ne pourront ni louer ni vendre sans ton consentement. » J'ai hoché la tête, sentant quelque chose changer en moi. Pas de la rage, pas de la joie, mais du soulagement. Faisons-le. À midi, les papiers étaient prêts. Nina a imprimé 2 copies et m'en a tendu une. Garde ça en sécurité, a-t-elle dit. C'est le début de ta page blanche. J'ai glissé le dossier sous mon bras, je l'ai remercié et je suis retourné sous la pluie. En rentrant en voiture, j'ai pensé à tout ce qu'elle avait dit. Les mots résonnaient dans ma tête. Tu as dépassé leur contrôle. C'est peut-être pour ça qu'ils me détestaient. C'est peut-être pour ça qu'ils avaient fait semblant que je n'existais pas, parce que je n'avais plus besoin de leur approbation pour me sentir entière. Quand je suis arrivé à mon appartement, j'ai laissé tomber le dossier sur la table basse et je me suis affalé sur le canapé. Mon téléphone a de nouveau vrombi. C'était Nina. Un SMS cette fois. Une dernière chose que tu devrais savoir. Ta famille a utilisé cette maison à des fins commerciales. Émilie y a reçu des clients, la faisant passer pour la sienne. J'ai regardé l'écran, un rire froid m'échappant. Bien sûr, elle l'avait fait. Ma sœur, la designer, jouant l'hôtesse dans la maison que j'avais payée, se faisant passer pour la propriétaire. Qu'elle en profite tant qu'elle le peut, ai-je tapé en réponse. Nina a répondu presque immédiatement.
Je rédigerai les documents demain. Je n'ai pas répondu. Je suis juste resté assise là, laissant le silence remplir la pièce. À travers la fenêtre, la pluie s'est adoucie en une brume, brouillant l'horizon en une aquarelle de gris et d'or. J'ai pensé aux années que j'avais passées à essayer de gagner une place dans une famille qui avait déjà décidé où je me situais, au bas de leurs priorités, quelque part entre l'utilité et l'invisibilité. Ils avaient volé des moments, de l'argent et de la dignité, une faveur à la fois. Mais ils ne pouvaient pas voler ceci, la clarté de savoir exactement qui j'étais et ce que je possédais. Je me suis versé une autre tasse de café et je me suis tenu près de la fenêtre, regardant la rivière bien en dessous serpenter à travers la ville. Pendant des années, j'avais été leur filet de sécurité, leur plan de secours. Plus maintenant. Demain, je commencerai le processus de récupération de ce qui était à moi. Ils avaient bâti leur confort sur mon silence, mes économies, ma volonté de rester petite. Mais le silence a une fin. Ils voulaient que je sorte du tableau. Très bien. Je sortirai et j'emporterai le cadre avec moi. La pluie s'est arrêtée. Le ciel s'est entrouvert juste assez pour qu'un rayon de soleil frappe la vitre. Il a flashé sur mon reflet, des yeux fatigués, une mâchoire stable. Une femme qui avait enfin appris que la justice ne crie pas toujours. Parfois, elle signe des papiers. J'ai souri faiblement. Il pensait m'avoir effacé. Mais je me préparais juste à écrire le chapitre suivant, et cette fois, l'encre était la mienne. Le dimanche matin semblait plus froid qu'il n'aurait dû. Le ciel au-dessus de Westley n'était pas les bas, le genre de gris qui s'infiltre dans votre humeur. J'ai conduit en silence, les mains serrées sur le volant, le dossier de documents reposant sur le siège passager à côté de moi. L'air à l'intérieur de la voiture sentait légèrement la pluie et le café. Mais sous tout cela se cachait quelque chose de plus lourd, l'anticipation. Quand j'ai tourné dans la rue de mes parents, tout semblait exactement pareil, les pelouses manucurées, les étayers, la boîte aux lettres blanches qui portait encore notre nom de famille en lettres noires délavées, Mitchell. Pendant une seconde, j'ai presque eu l'impression de rentrer à la maison. Puis je me suis souvenu que ce n'était pas le cas. Leur maison de 2 étages était silencieuse, les stores baissés. Je me suis garé dans l'allée, j'ai coupé le moteur et je suis resté assise là un moment, regardant la porte d'entrée. Mon cœur battait lentement et régulièrement, non pas de peur, mais de retenue. Je n'étais pas là pour crier ou pleurer. J'étais là pour mettre fin à un schéma. J'ai sonné 1 fois, 2 fois. La porte s'est entr'ouverte et le visage de maman est apparu. Elle avait l'air surprise, voire mal à l'aise. « Laura » a-t-elle dit, la voix sèche. Quelle surprise! Je me suis avancé avant qu'elle ne puisse décider de m'inviter à entrer. « Bonjour, maman » ai-je dit en la dépassant pour entrer dans la maison. Elle a hésité, puis a fermé la porte derrière moi. « Tu aurais pu appeler. » Aurais-tu répondu, ai-je demandé. La cuisine sentait le café et le pain grillé. Papa était assis à table, le journal plié proprement devant lui, ses lunettes de lecture perchées bas sur son nez. Il a levé les yeux quand je suis entré, un léger froncement de sourcils traversant son visage. « Laura » a-t-il dit, comme si mon nom était une question. Émilie était là aussi, affalée sur le canapé, son téléphone à la main. Ses cheveux blonds étaient bouclés, ses ongles d'un corail parfait. Elle a levé les yeux, surprise, puis a roulé des yeux. « Oh, super » a-t-elle marmonné. Je l'ai ignoré et j'ai posé le dossier sur la table. « Nous devons parler. » Maman a croisé les bras. « Laura, si c'est à propos du mariage. » « Ce n'est pas le cas, ai-je dit. » Ma voix est sortie plus tranchante que je ne l'avais prévu. « C'est à propos de la maison. » Ça a attiré leur attention. Papa a baissé son journal. « Qu'est-ce qu'il y a avec la maison ?» J'ai ouvert le dossier et j'ai fait glisser l'acte de propriété sur la table vers lui. « La propriété du lac Oswego, ai-je dit. Elle est à moi. Elle l'a toujours été. » Maman a cligné des yeux, confuse une seconde avant que son expression ne se tende. « De quoi parles-tu ? Tu te souviens, il y a 5 ans, ai-je dit d'une voix égale. Vous ne pouviez pas obtenir le prêt, alors je l'ai acheté, j'ai payé chaque centime. Vous avez dit que vous vous occuperiez des papiers, des impôts, de l'entretien. Vous l'avez loué et avez perçu les revenus depuis. » Sa mâchoire s'est crispée. Cette maison était pour la famille.
Alors pourquoi est-elle enregistrée sous ton nom sur les annonces de location, ai-je demandé. Émilie a bougé sur le canapé, sa voix basse mais cinglante. Oh mon Dieu, tu vas vraiment en parler? Tu es tellement dramatique. Je me suis tourné vers elle. Dramatique? J'ai ri, un rire silencieux et froid. Tu y as reçu tes clients, Émilie. Tu as utilisé ma maison pour les impressionner. Tu as bâti ta réputation sur quelque chose qui ne t'appartient même pas. Son sourire narquois a vacillé. Tu réagis de manière excessive. Je me suis approché, la regardant dans les yeux. Vous avez menti sur la date du mariage. Vous avez demandé à maman de m'envoyer la mauvaise invitation parce que vous ne vouliez pas de moi là-bas. Ce n'est pas une réaction excessive. C'est de la trahison. Le silence est tombé sur la pièce. L'horloge au mur tic-taquait, régulière et indifférente. Maman a finalement parlé. Nous voulions juste la paix ce jour-là. Tu dois toujours tout ramener à toi. J'ai failli rire. Tu veux dire que je rends tout gênant pour vous? Il y a une différence. Papa s'est éclairci la gorge. Calmons-nous tous. Ce n'est ni le moment ni l'endroit. Vraiment, ai-je interrompu. Parce que cela semble être le moment idéal pour parler de la façon dont vous vivez tous de mon argent depuis des années. Il a baissé les yeux sur le journal, qui s'est légèrement froissé dans ses mains. J'en ai fini d'être votre filet de sécurité, ai-je dit. Ma voix était calme maintenant, presque trop calme. À partir de maintenant, je reprends le contrôle de ce qui est à moi. Les yeux de maman se sont rétrécis. Le contrôle, Laura? Cette maison était censée garder notre famille unie. Drôle, ai-je dit. Considérant que vous avez passé la plupart de votre énergie à me tenir à l'écart. Émilie s'est levée, son ton défensif. Nous ne voulions pas te blesser, d'accord? Tu es juste, elle a hésité, cherchant le mot, intimidante. Tu transformes tout en compétition. Je l'ai regardée, sincèrement stupéfaite. Tu es sérieuse? Elle a relevé le menton. Tu as toujours tout maîtrisé. Le travail, l'argent, l'attitude. Je voulais juste une chose qui soit à moi. Ma gorge s'est nouée, mais je n'ai pas laissé l'émotion transparaître. Alors, tu l'as volé. Son visage s'est empourpré. Ce n'est pas ce que je. Vous m'avez utilisé, ai-je dit doucement. Vous tous. Et vous pensez encore que vous êtes les victimes. Maman s'est interposée entre nous. Arrête de déformer les choses. Tu es devenue si froide, Laura. Tu ne comprends plus ce que signifie la famille. La famille, ai-je répété, chuchotant presque le mot. La famille ne t'efface pas. Elle ne prend pas ton argent en faisant semblant que tu n'existes pas. La famille ne te jette pas quand tu n'es plus pratique. La pièce semblait plus petite. Soudain, l'air était épais de tout ce que nous n'avions jamais dit. Papa a mis le journal de côté. Que veux-tu de nous, a-t-il demandé, sa voix lasse. Rien, ai-je dit. C'est tout le problème. J'ai repris le dossier et j'en ai sorti une deuxième feuille. C'est un avis de propriété effectif aujourd'hui. Je récupère la propriété. Vous arrêterez de la louer immédiatement. Toute utilisation continue sera considérée comme illégale et mon avocate s'en chargera. La bouche de maman s'est ouverte. Tu ne ferais pas ça. Je l'ai déjà fait. Émilie a laissé échapper un rire sec, mais sans aucune once d'humour. Tu es incroyable. Tu préférerais tout gâcher plutôt que de pardonner une erreur. Pardonner, ai-je rencontré son regard. Le pardon vient après l'honnêteté. Tu n'as même pas dit que tu étais désolé. Son visage s'est durci. Peut-être que je ne le suis pas. J'ai hoché la tête lentement. C'est ce que je pensais. J'ai rassemblé les papiers, les ai remis dans le dossier et je me suis tourné vers la porte. Laura, attends, a dit maman. Sa voix vacillait maintenant. Tu ne peux pas simplement tourner le dos à ta famille. Je me suis arrêté, une main sur la poignée de la porte. Vous l'avez fait pour moi il y a longtemps. Pendant un instant, personne n'a bougé. Le seul son était le faible bourdonnement du réfrigérateur et la pluie qui recommençait à tomber dehors. J'ai ouvert la porte et je suis sorti dans l'air froid. Derrière moi, la voix de maman s'est élevée, aiguë et désespérée. Laura,
ne fais pas ça. Je me suis retourné une fois, croisant son regard. Je l'ai déjà fait. La porte s'est refermée doucement derrière moi. Dehors, la pluie frappait mon visage comme de minuscules aiguilles. J'ai pris une profonde inspiration. L'air sentait le pain humide et la liberté. Je me suis dirigé vers la voiture, mes chaussures éclaboussant les flaques d'eau. En atteignant le siège du conducteur, mon téléphone a vrombi. Un message de Nina a illuminé l'écran. Je viens de recevoir la confirmation. Ils louaient la propriété à profit sous leur nom. Nous pouvons avancer légalement quand tu seras prête. J'ai souri pour moi-même, le plus petit et le plus calme des sourires que j'avais ressentis depuis des mois. Commençons aujourd'hui, ai-je tapé en réponse. Quand j'ai levé les yeux, les nuages se déchiraient. Une mince lumière du soleil se déversait sur le trottoir mouillé. Le monde avait l'air propre, lavé de ses mensonges. Pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas comme la fille essayant de gagner sa place. Je me sentais comme la femme la réclamant. Le lendemain après-midi, j'étais assise en face de Nina dans son bureau, la pluie à l'extérieur striant les hautes fenêtres de verre comme de l'encre. Elle avait mon dossier étalé sur son bureau, chaque page marquée de jolis onglets jaunes. L'air sentait légèrement le café et le papier d'imprimante. Je me sentais étrangement calme, comme si la tempête en moi s'était transformée en détermination. Ça, a dit Nina en tapotant la première feuille, c'est la preuve de propriété. Vous avez acheté la propriété du lac Oswego directement. Pas de privilèges, pas de co-signataires, pas de titres partagés. C'est à vous dans tous les sens légaux du terme. J'ai hoché la tête lentement. Et ils l'ont traité comme la leur pendant des années. Elle s'est adossée, croisant les bras. Non seulement ils l'ont traité comme la leur, mais ils en ont tiré de l'argent. J'ai relevé la tête brusquement. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai consulté les registres fiscaux publics, a dit Nina. Vos parents ont déclaré la maison comme une location familiale, se listant comme propriétaire pour la déclaration de revenus. Et le site web de l'entreprise de votre sœur la liste comme l'un de ses espaces de retraite pour clients. Pendant un moment, je l'ai juste regardé. Le bruit de la pluie contre la vitre a rempli le silence. Alors, ai-je dit doucement, ils ont loué ma maison sous leur nom. Exactement. Un rire m'a échappé, sec et sans humour. Ils n'ont jamais cessé de me surprendre. Nina a fait glisser un autre papier sur le bureau. C'est pire que ça. Votre mère a utilisé des copies de vos anciens relevés financiers, des lettres de la banque de l'époque où vous avez acheté la maison, pour demander un petit prêt sur valeur domiciliaire. Ce n'est pas énorme, mais c'est quand même sur votre actif. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon estomac. Elle a utilisé ma propriété comme garantie. Nina a hoché la tête. C'est techniquement de la fraude. Elle a dû garder les copies numérisées de l'époque où vous lui avez fait confiance avec les documents de clôture. Je me souvenais très bien de ce jour. Il y a 5 ans, j'étais assise à leur table de cuisine, signant des papiers pendant que maman s'agitait à propos des formulaires d'assurance. Laisse-moi garder les copies, avait-elle dit. Je m'occuperai des formalités pour toi. Je n'avais même pas scié. Mon Dieu, ai-je chuchoté. Elle s'en est vraiment occupée. La voix de Nina s'est adoucie. Ils ont compté sur votre générosité si longtemps. Ils pensent que c'est un droit. Mais ça a franchi une ligne. J'ai baissé les yeux sur les papiers, sur mon nom imprimé en noir et blanc sous le sceau du comté. Propriétaire, Laura Mitchell. La preuve était là, indéniable. Chaque centimètre carré de cette maison, chaque planche, chaque tuile, chaque centimètre de bord de lac m'appartenait. Qu'est-ce qu'on fait, ai-je demandé. Nina s'est redressée. D'abord, nous envoyons une mise en demeure pour les empêcher de louer ou d'utiliser la propriété à des fins commerciales. Ensuite, nous gelons tout compte de location lié à leur nom. Une fois que c'est fait, nous déposerons un avis de propriété formel auprès du registre. J'ai hoché la tête. Fais-le. Elle a souri faiblement. J'ai déjà les brouillons prêts. La regarder rassembler les documents semblait surréaliste. Chaque son, le bruissement du papier, le clic de son stylo, me semblait récupérer de minuscules morceaux de moi-même. Quand elle a fait glisser les papiers en face de moi pour ma signature, je n'ai hésité qu'une seconde avant de signer. Mon nom s'est enroulé en une encre stable au bas de chaque page. Nina a levé les yeux.
Vous reprenez votre pouvoir, Laura. Il était temps, ai-je dit doucement. Elle a hoché la tête une seule fois. Son expression était illisible mais fière. D'ici demain, ils seront officiellement avertis. Vous devriez vous attendre à une réaction. J'ai souri, un petit sourire mais sûr. J'y compte bien. Quand j'ai quitté son bureau, la pluie avait cessé, laissant les rues scintillantes. Je me suis dirigé vers ma voiture, me sentant plus légère mais aussi étrangement vide. J'avais passé tellement d'années à être leur filet de sécurité que couper le cordon me donnait l'impression d'entrer dans un vide. La liberté n'était pas légère. Elle était lourde à sa manière. Ce soir-là, je me suis assise à la table de ma cuisine. Les documents étaient étalés devant moi. J'ai relu chaque mot, traçant ma signature comme un mantra. L'horloge tic-taquait doucement en arrière-plan. Mon ordinateur portable a émis un son, un nouvel email de la société de gestion immobilière. Chère mademoiselle Mitchell, nous avons reçu un avis de changement de propriétaire pour la résidence du lac Oswego. Conformément à votre demande, les fonds de location seront désormais déposés directement sur votre compte, avec effet immédiat. Veuillez confirmer les nouvelles informations de paiement. J'ai tapé ma réponse, ferme et précise, confirmé. Toutes les transactions futures doivent passer par moi personnellement. Quand j'ai cliqué sur « Envoyer », le poids dans ma poitrine s'est allégé. C'était fait. Le lendemain matin, alors que je terminais un appel avec un client, mon téléphone s'est de nouveau allumé. Le nom de Nina clignotait sur l'écran. Ils ont appelé, a-t-elle dit quand j'ai répondu. Qui? Vos parents. Ils sont furieux. Votre mère menace de poursuivre pour droits familiaux. J'ai ri doucement. Elle n'en a aucun. Elle n'en a pas, a convenu Nina. Mais elle est en colère. Elle m'a qualifié de contraire à l'éthique. A dit que j'empoisonnais sa fille. Elle a raison sur un point, ai-je dit. Je suis empoisonné. Mais pas par vous. La voix de Nina s'est adoucie. Il panique, Laura. C'est ce qui arrive quand les gens perdent le contrôle de la personne qu'ils utilisent pour manipuler. Je suis allé à la fenêtre et j'ai regardé la ville en contrebas. Laissez-les paniquer. J'ai vécu assez longtemps dans ce sentiment. Quand nous avons raccroché, je suis resté là un moment, regardant les nuages se dissiper, la lumière du soleil se déversant sur l'horizon. Vers midi, un autre email est arrivé, cette fois des locataires séjournant actuellement à la maison du lac. Bonjour Laura. Nous venons de recevoir un avis indiquant que nos paiements vous sont redirigés. Madame Mitchell est passée ce matin et semblait contrariée. Elle a dit qu'il y avait eu une erreur. J'ai expiré lentement, un rire m'échappant malgré moi. Bien sûr qu'elle l'a fait. J'ai répondu, pas d'erreur. Je suis la propriétaire légale. Veuillez ne plus communiquer avec elle au sujet de la propriété à l'avenir. Le bouton « Envoyer » brillait en bleu, et quand j'ai appuyé dessus, quelque chose en moi s'est mis en place. Plus tard dans la soirée, je me suis versé un verre de vin et je me suis assise près de la fenêtre. La ville en contrebas bourdonnait de vie de week-end, des voitures, des rires, des reflets de néon dans les flaques d'eau. Je me sentais détaché de tout cela, mais pas seul. Pour une fois, la solitude n'était pas une punition. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai fait défiler jusqu'à une photo que j'avais prise il y a des années. La maison du lac au coucher du soleil, l'eau scintillant d'or sous les arbres. J'avais presque oublié à quel point c'était beau. L'image a rempli l'écran, douce et sereine. À moi, ai-je pensé. Pour la première fois, le mot ne semblait pas égoïste. Il semblait juste. J'ai fermé la photo et je me suis adossé. Le bourdonnement du réfrigérateur était le seul son. Mon téléphone a de nouveau vrombi, mais je ne l'ai pas regardé tout de suite. Quand je l'ai finalement fait, c'était un autre message de Nina. Attention, ta mère a déjà appelé la société de gestion 2 fois aujourd'hui. Elle insiste sur le fait qu'elle possède la maison. Je m'en occupe, mais prépare-toi. Ça risque de faire du bruit. J'ai souri en sirotant le vin. Laissez-les faire du bruit, ai-je envoyé par SMS. J'en ai fini de chuchoter. Dehors, le ciel s'était complètement dégagé. Le reflet de la lune scintillait dans les fenêtres de l'autre côté de la rue. J'ai pensé au temps que j'avais passé à tout leur donner, argent, pardon, temps, pensant que cela me ferait à nouveau partie d'eux. Ça n'a jamais été le cas.
Maintenant, pour la première fois, je ne courais plus après l'appartenance. Je me tenais dans ma propre histoire, tenant la preuve en encre et en papier. Ils avaient bâti leur confort sur mon silence, mais le silence, comme tout prêt, finit par arriver à échéance. J'ai levé mon verre vers la fenêtre, vers le faible reflet de mon propre visage, et j'ai chuchoté à la vérité. Finalement. Le vin a capté le clair de lune, rouge profond et calme. Il n'avait pas le goût de la victoire. Il avait le goût de la liberté. Le lundi matin, j'étais de nouveau assise dans le bureau de Nina. La même lumière grise se déversait à travers les fenêtres, mais cette fois, elle ne semblait pas lourde. Elle semblait propre, précise, comme le début de quelque chose de net. Son imprimante fonctionnait, crachant des pages les unes après les autres. La faible odeur de toner emplissait l'air. « Très bien », a-t-elle dit en rassemblant la pile. « Celles-ci sont prêtes à partir. Avis de propriété, mise en demeure et lettre de restriction d'accès à la propriété. Une fois que celles-ci seront déposées et signifiées, ils n'auront aucune revendication légale, aucun droit d'entrée, rien. » J'ai hoché la tête, stable. « Bien. » Elle m'a regardé un instant, son expression s'adoucissant. « Comment tenez-vous le coup ? » J'ai pris une inspiration. Mieux que je ne l'espérais. Pire que je ne le mérite. Nina a souri faiblement. C'est une réponse honnête. Je l'ai regardé agrafer soigneusement les documents, chaque mouvement délibéré, méthodique. Le rythme de cela m'a ancré. Je n'arrête pas de penser, ai-je dit doucement, que je ne devrais pas avoir à faire ça. Que la famille ne devrait pas nécessiter de paperasse. La famille ne devrait pas non plus nécessiter d'avocat, a-t-elle dit doucement. Mais nous y voilà. Ces mots ont atterri avec une étrange sorte de réconfort. Elle a glissé les papiers vers moi. Signé ici. Paraphé ici et ici. Le stylo semblait lourd dans ma main, mais ma signature est sortie lisse, des lignes fortes. Aucune hésitation. Quand la dernière page a été faite, Nina a scellé le dossier. D'ici midi, ils seront avertis. J'ai regardé le dossier une longue seconde, puis j'ai dit, faites-leur savoir à quoi ressemble le fait de me perdre. Elle n'a pas répondu, mais j'ai surpris une lueur d'approbation dans ses yeux. Dehors, la journée s'est éclaircie. La pluie avait complètement cessé, l'air était lavé et pur. Je me suis dirigé vers ma voiture avec une étrange légèreté, celle qui vient après avoir fait la paix avec le combat à venir. Au moment où je suis rentré à la maison, le premier email était déjà arrivé de la société de gestion immobilière, confirmant que tous les paiements de location étaient redirigés vers ma fiducie. Puis un autre, avis de mise en demeure livré avec succès à la résidence Mitchell. Je me suis assise au comptoir de ma cuisine, lisant les 2 messages 2 fois. Pas de triomphe, pas de célébration, juste une certitude tranquille. Mon téléphone a vrombé. Maman. J'ai regardé l'écran pendant 1 minute entière avant de répondre. Laura, a-t-elle commencé, sa voix tremblante. Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai récupéré ce qui est à moi. Cette maison nous appartient à tous, a-t-elle lancé, son calme se fissurant. C'est une propriété familiale. Non, maman, ai-je dit calmement. Elle est à moi. Je l'ai payée. Je l'ai entretenue. Vous l'avez utilisée. Il y a une différence. Sa respiration est devenue irrégulière. Comment peux-tu être si cruel après tout ce que nous avons fait pour toi ? J'ai failli rire. Tout ce que vous avez fait pour moi. Elle a ignoré cela, sa voix s'élevant. Tu es en train de déchirer cette famille. Non, maman, ai-je dit, ma voix basse et mesurée. Vous l'avez fait quand vous avez menti. Il y a eu un long silence au bout du fil. Puis, doucement, elle a dit, tu le regretteras. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse m'entendre dire, non, je ne le regretterai pas. 1 heure plus tard, Nina a appelé. Eh bien, a-t-elle dit, ça n'a pas pris longtemps. Votre mère vient de téléphoner à mon bureau, a dit que je vous manipulais, que vous étiez trop émotive pour prendre des décisions juridiques. J'ai ri doucement. On dirait que je n'ai jamais lu un contrat de ma vie. Elle est désespérée, a dit Nina. Ils traitent toujours l'avocat de méchant quand ils perdent le contrôle. Laissez-les faire, ai-je dit. J'ai joué ce rôle toute ma vie. Ce soir-là, un autre message est arrivé, cette fois d'Émilie.
Tu punis maman et papa. Tu as déjà ta grande carrière et ton appartement chic. Pourquoi ne peux-tu pas simplement leur laisser une chose? J'ai tapé lentement, avec soin. Ils avaient tout. Mon argent, ma patience, mon silence. Je ne leur prends rien. J'en ai juste fini de donner. J'ai appuyé sur envoyer, puis j'ai retourné mon téléphone. Pour la première fois depuis des années, il n'y avait aucun sentiment de culpabilité qui pesait sur ma poitrine. Le mardi matin, j'ai rencontré Robert Klein, le conseiller financier que Nina m'avait recommandé. Son bureau était calme, bordé de certificats et de bois sombres. Il était plus âgé, peut-être au milieu de la cinquantaine, avec des yeux calmes qui avaient vu toutes sortes de situations compliquées. Il a parcouru les nouveaux résumés de comptes et a hoché la tête. « Vous avez fait ce qu'il fallait ?» a-t-il dit. Tous les actifs communs sont maintenant séparés. Les propriétés sont à votre seul nom, et leur accès à toute ligne de crédit partagée a été résilié. Quand cela prend-il effet, ai-je demandé. Il a vérifié sa montre. Il y a environ 20 minutes. J'ai souri. Alors la journée va être intéressante pour eux. Robert a gloussé, sans méchanceté. Il ne s'agit pas de vengeance, mademoiselle Mitchell. Il s'agit de contrôle. Il y a une différence. Je sais, ai-je dit, mais parfois le contrôle ressemble beaucoup à la justice. Quand la paperasse a été terminée, je lui ai serré la main et je l'ai remercié. En sortant, j'ai croisé un miroir dans le couloir et j'ai aperçu mon reflet. Les épaules en arrière, les yeux clairs. J'avais l'air plus âgé, en quelque sorte. Pas en années, mais en stabilité. De retour à la maison, mon téléphone vibrait à nouveau. Je l'ai ignoré pendant un moment jusqu'à ce que la curiosité l'emporte. 3 appels manqués de maman, 2 de papa, et un SMS d'Emily. Ils ne peuvent pas accéder à leur compte. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai répondu, les actions ont des conséquences. Puis j'ai mis mon téléphone en mode silencieux et je suis allé préparer le dîner. Le calme semblait étrange mais paisible. Plus d'appels à minuit pour des factures en retard. Plus de chantage émotionnel déguisé en besoin familial. Juste le calme. Pendant que je remuais les pattes sur la cuisinière, le téléphone fixe a sonné. Le son m'a surprise. C'était le numéro que seule une poignée de personnes avaient. J'ai répondu sans réfléchir. Allô? Laura. C'est ton père. Sa voix était basse, rauque. Ta mère est malade à cause de ça. Elle n'arrête pas de pleurer. Pouvons-nous s'il te plaît juste parler? J'ai tenu le téléphone à mon oreille, mon pouls régulier. Vous auriez dû me parler avant de me couper de vos vies. Il a soupiré. Ce n'était pas comme ça. C'était exactement comme ça. Un autre silence. Je pouvais entendre maman pleurer faiblement en arrière-plan, sa voix étouffée. Dis-lui, ai-je dit doucement, que la prochaine fois qu'elle voudra pleurer, elle devrait commencer par la vérité. Laura, s'il te plaît. J'ai raccroché. La casserole sur la cuisinière sifflait. L'odeur d'ail emplissait la pièce. J'ai retiré la casserole du feu, je me suis appuyé contre le comptoir et j'ai expiré lentement. Cette nuit-là, je me suis assise sur mon balcon avec un verre de vin, la ville brillant en contrebas. Quelque part, j'imaginais la scène se dérouler dans leur maison. Panique, confusion, colère. La dynamique du pouvoir avait basculé, et pour une fois, je n'étais pas du côté des perdants. Nina a envoyé un SMS juste avant minuit. Tout est déposé. Fonds sécurisés. Ils ne peuvent pas toucher un centime. Merci, ai-je répondu. De m'avoir aidé à faire ça, correctement. Tu l'as fait correctement, a-t-elle répondu. Je t'ai juste tendu le stylo. J'ai posé mon téléphone et j'ai regardé l'horizon. Les lumières étaient légèrement floues, le vent balayant mes cheveux sur mon visage. Pendant des années, j'avais eu peur de ce qui arriverait si j'arrêtais d'être leur sauveuse. Ce soir, j'ai découvert que le monde ne s'était pas effondré. Il était juste devenu plus silencieux. J'ai levé mon verre vers le ciel. À la paix, ai-je chuchoté. La ville n'a pas répondu, mais elle n'en avait pas besoin. La paix n'était pas bruyante. Elle n'avait pas besoin d'applaudissements. Elle existait simplement, stable et silencieuse, comme le son de ma propre respiration dans une vie qui m'appartenait enfin.
Le vendredi matin, la décision était prise. Plus de comptes partagés, plus de transferts d'urgence, plus de sauvetage discret en coulisses. Je suis entré dans le bureau de Robert Klein juste après 10 heures, la lumière hivernale traversant les murs de verre. Il m'a accueilli avec la même efficacité calme qu'auparavant, un dossier déjà ouvert sur son bureau. « Bonjour, mademoiselle Mitchell », a-t-il dit. « Vous êtes prête à finaliser les déconnexions ?»« Je le suis », ai-je dit. Il a hoché la tête, cliquant sur quelques écrans de son moniteur. « Une fois que nous aurons traité ces formulaires, vos parents n'auront plus accès à la ligne de crédit conjointe, au portefeuille d'investissement ou à tout prêt partagé que vous avez co-signé. Tout reviendra à votre seule propriété. » Je me suis penché en avant, les coudes sur le bureau. « Faisons-le. » Alors qu'il expliquait chaque document, je les ai signés un par un. Mon écriture semblait plus stable qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Quand nous sommes arrivés à la dernière page, Robert a fait une pause. Cela mettra officiellement fin à tous les liens financiers. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir les avertir d'abord? J'ai levé les yeux vers lui. Ils m'ont averti quand ils m'ont effacé. Il n'a pas demandé à nouveau. L'imprimante a bourdonné doucement, et il a scellé les documents dans une seule enveloppe. « Vous êtes libre, mademoiselle Mitchell », a-t-il dit en la glissant vers moi. Le mot a résonné, libre. Quand j'ai quitté son bureau, l'air à l'extérieur semblait plus léger. J'ai marché quelques pâtés de maison avant de réaliser que j'avais souri tout le temps. À midi, les mises à jour ont commencé à arriver. Des notifications de la banque, de la société d'investissement, du gestionnaire immobilier, chacune confirmant des transferts terminés, des autorisations révoquées. Le petit carillon de mon téléphone est devenu un rythme de libération. De retour à la maison, je me suis versé une tasse de thé et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Un nouvel email de la banque est apparu. Ligne de crédit conjointe clôturée avec succès. Relevé final en pièces jointes. Je l'ai ouvert, parcourant les lignes de transaction. Chaque fois qu'ils avaient puisé dans le compte, chaque retrait silencieux qu'ils avaient supposé que je ne remettrais jamais en question. Ils n'avaient jamais pensé que je les arrêterais. Le téléphone a sonné. Le numéro de maman clignotait sur l'écran. Je n'ai pas décroché. Quelques minutes plus tard, un autre appel, puis un autre. J'ai mis le téléphone en mode silencieux et je me suis adossé au canapé. J'imaginais sa mère arpentant la cuisine, la voix s'élevant, papa essayant de la calmer tout en prétendant qu'il n'avait rien à voir avec tout ça. En milieu d'après-midi, un SMS d'Émilie est finalement arrivé. « Tu as gelé leur compte. »« Tu es sérieuse ?» Maman pleure. Papa perd la tête. « Tu es allé trop loin. » J'ai répondu lentement, « Vous êtes contrarié qu'ils ne puissent plus dépenser de l'argent qui n'est pas le leur. Vous vous en remettrez. » Les 3 petits points sont apparus, ont clignoté, ont disparu. Puis un autre message est arrivé. « Tu es sans cœur. » Je l'ai regardé un instant, puis j'ai répondu, « Non, Émilie. J'en ai fini d'avoir le cœur brisé. » J'ai posé le téléphone et j'ai expiré. Le calme dans mon appartement semblait différent maintenant. Pas solitaire, juste paisible. Ce soir-là, Nina a appelé. « Comment tiens-tu le coup ?» J'ai souri faiblement. « Bien. Je pense que maman traverse les 5 étapes du deuil en ce moment. » Elle m'a encore appelé, a dit Nina avec une pointe d'amusement dans la voix. Elle a dit que je ruinais votre famille. Je lui ai dit que je ne ruine pas les familles. J'aide les gens à voir ce qui est déjà cassé. J'ai ri doucement. J'espère que tu lui as facturé l'appel. T'entends, a dit Nina. Écoute, tu as fait ce qu'il fallait. Ils ont vécu de ta peur d'être la méchante. Maintenant, tu leur as montré que tu n'as pas peur. J'ai remué le thé dans ma tasse, le reflet des lumières de la ville ondulant à la surface. Ce qui est drôle, c'est que je ne me sens pas comme une méchante. Je me sens juste équilibré. Bien, a dit Nina. C'est ce que l'on ressent quand la justice est propre. Après avoir raccroché, j'ai éteint mon téléphone et j'ai laissé l'appartement replonger dans le silence. Le chauffage bourdonnait doucement, la ville à l'extérieur murmurant en dessous. Vers 19 h, j'ai reçu un autre email de Robert. Confirmation finale. Tous les actifs financiers communs ont été séparés. Compte sécurisé. Aucune obligation en suspens ne demeure.
Je l'ai lu 2 fois, laissant les mots s'imprégner. Aucune obligation. J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis resté assise là un moment, juste en respirant. Pendant des années, j'avais porté leur poids, attendant toujours la prochaine urgence, le prochain appel qui commençait par « Laura, nous avons besoin de ton aide ». Le sentiment constant du devoir s'était tissé dans mon identité. Maintenant, avec quelques signatures, toute cette version de moi avait disparu. Je ne me sentais pas vide. Je me sentais entière. Le téléphone a de nouveau vrombi. Un message vocal cette fois. J'ai hésité à l'ignorer, mais la curiosité l'a emporté. La voix de maman est arrivée, tremblante et frénétique. Laura, je ne comprends pas ce que tu fais. Tu nous détruis. La tension artérielle de ton père est montée en flèche. S'il te plaît, ma chérie, appelle-moi simplement. Nous pouvons arranger ça. Je l'ai supprimé avant qu'il ne se termine. Plus tard dans la nuit, j'ai ouvert une bouteille de vin et je l'ai apportée sur le balcon. L'air était vif, frais contre ma peau. J'ai regardé les lumières de la ville se refléter sur la rivière, de minuscules éclats d'or scintillant dans le noir. J'avais toujours pensé que la paix serait douce. Mais cette paix, elle avait des arêtes. C'était le genre qui coupait à travers le bruit et la culpabilité. J'ai pensé à toutes les années où j'avais été leur bouée de sauvetage, celle qui les sortait d'affaires, arrangeait les choses, rendait l'impossible possible. Et j'ai pensé à la façon dont, chaque fois que je réglais quelque chose, il remerciait Émilie d'avoir maintenu la famille unie. J'ai pris une gorgée de vin et j'ai souri pour moi-même. Laissez-les régler leur propre vie maintenant. Mon ordinateur portable a de nouveau émis un son, une autre notification de la banque. Compte d'investissement commun clôturé avec succès. Au même moment, mon téléphone s'est allumé avec un nouveau message de papa. Ta mère est malade d'inquiétude. S'il te plaît, ne lui fais pas ça. Nous sommes ta famille. J'ai regardé le message, les mots se brouillant légèrement sous la douce lueur de l'écran. Famille. Ce mot signifiait autrefois la sécurité. Maintenant, il sonnait juste comme une dette. J'ai tapé une phrase et je l'ai envoyée. Vous m'avez appris ce que signifie la famille, papa. J'ai juste enfin appris la leçon. Le message s'est affiché comme lu quelques secondes plus tard. Aucune réponse n'est venue. À l'intérieur, j'ai posé le téléphone sur le comptoir et je me suis appuyé contre la fenêtre. Mon reflet me regardait, fatigué mais calme. Je me suis souvenu de chaque appel tard dans la nuit, de chaque moment où j'avais dit oui alors que je voulais dire non. Chaque fois que j'avais confondu une obligation avec de l'amour. Et j'ai réalisé que ce silence n'était pas de la solitude. C'était le son de limite qui naissait. Dehors, le vent s'est levé, frôlant la vitre. J'ai fermé les yeux, je les laissais passer. Quand je les ai rouverts, je me sentais légère. Libre, oui, mais aussi quelque chose de plus profond. Sans excuse. La personne dont il dépendait était partie. À sa place se tenait quelqu'un qu'il ne pouvait plus utiliser. J'ai pris mon téléphone une dernière fois avant de me coucher. Un autre SMS était arrivé. Celui-ci d'Émilie. Tu as tout gâché. Nous pourrions perdre la maison du lac. Es-tu heureuse maintenant? J'ai tapé lentement. Non, Émilie. Je ne suis pas heureuse. Je suis libre. J'ai posé le téléphone face contre table, j'ai éteint la lumière et j'ai regardé le reflet de la ville s'estomper dans le noir. Demain serait le premier matin depuis des années où je ne devais rien à personne. Et pour la première fois, cela ressemblait à un début, pas à une fin. Les premiers signes de leur chute sont venus discrètement. Un email de la société de gestion immobilière, Polym Ferme, a atterri dans ma boîte de réception un lundi matin. Nous avons contacté Madame Mitchell à plusieurs reprises concernant des frais d'entretien en retard et des impôts impayés sur la maison du lac Oswego. Veuillez nous indiquer comment vous souhaitez procéder. J'ai siroté mon café en le lisant 2 fois. Le ton était neutre, mais je pouvais lire entre les lignes, le chaos. Ils n'avaient pas payé un centime depuis que je leur avais coupé les vivres. J'ai répondu, gérez toute la correspondance avec moi. Ils ne représentent plus cette propriété. Le mardi, un autre email est arrivé, celui-ci du bureau du comté. Avis de paiement en retard, pénalité fiscale, frais d'intérêt. Chaque document m'était adressé en tant que propriétaire légal, mais la responsabilité était la leur.
pendant des années, je m'en étais occupé discrètement, envoyant des chèques et arrangeant les choses. Maintenant, le silence de leur côté les rattrapait. Je ne me sentais pas coupable. Je me sentais stable. Cet après-midi-là, alors que je passais en revue une proposition de projet pour le travail, mon téléphone a vrombi. Nina. Ils ont des ennuis, a-t-elle dit sans préambule. Je m'en doutais, ai-je répondu. Que s'est-il passé? Tes parents ont manqué 2 échéances fiscales. Et Émilie, elle a fait une pause, une touche d'incrédulité dans sa voix. Apparemment, elle a perdu un client de 50 000 $ la semaine dernière. L'acheteur s'est retiré après avoir découvert qu'elle utilisait ta propriété pour des réunions sous de faux prétextes. J'ai failli rire. Alors le karma est ponctuel cette fois. Nina a gloussé doucement. On dirait bien. Je me suis adossé à ma chaise, regardant la pluie glisser sur la fenêtre de mon bureau. Ils vont me blâmer pour ça, ai-je dit. Ils le font déjà, a dit Nina. Mais les gens qui comptent verront la vérité. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. La vérité avait une façon de se défendre toute seule, à la fin. Ce soir-là, en rentrant en voiture, la ville semblait lavée et propre. Les lampadaires scintillaient sur le trottoir mouillé. J'ai pensé aux années que j'avais passées à rafistoler leur vie, aux nombreuses nuits tardives où j'avais conduit jusqu'à leur maison avec des chèques, des courses, ou des excuses pour des problèmes que je n'avais pas causés. Et maintenant, nous y étions. Les fondations qu'ils avaient construites sur mon silence se fissuraient enfin. Quand je suis rentré à la maison, je me suis versé un verre d'eau et je me suis assise près de la fenêtre. Le reflet qui me regardait n'avait l'air ni en colère ni triomphant, juste immobile. Le lendemain, les appels ont commencé. Le premier venait de papa. Laura, a-t-il commencé, la voix tendue. Ta mère ne dort plus. Nous ne pouvons pas payer les impôts fonciers. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu avais changé les comptes? J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai dit, parce que c'était à moi de les changer. Tu nous punis, a-t-il dit, les mots cassants. Non, ai-je répondu. J'en ai juste fini d'être puni. Il est resté silencieux un long moment. Je pouvais presque entendre sa fierté se briser, lentement et à contre-cœur. Tu as fait valoir ton point de vue, a-t-il dit finalement. Pouvons-nous recommencer à zéro? Recommencer à zéro, ai-je répété. Tu veux dire après les années où vous avez profité de moi, après que vous m'ayez effacé de la famille, après que vous ayez menti? Il a soupiré. Nous ne t'avons pas effacé. J'ai ri doucement. Regarde les photos du mariage, papa. Avant qu'il ne puisse répondre, j'ai raccroché. 2 heures plus tard, un SMS d'Émilie est apparu. Tu as empiré les choses pour tout le monde. Maman pleure tous les soirs. J'essaie de régler ça, mais les clients annulent. Pourquoi ne peux-tu pas simplement nous aider une dernière fois? J'ai regardé le message un long moment. Puis j'ai répondu, parce que chaque dernière fois se transforme en la prochaine fois. Je n'ai rien envoyé d'autre. Le vendredi, la nouvelle s'était répandue. Un collègue a mentionné avoir entendu des rumeurs par quelqu'un de l'immobilier sur la mauvaise passe que traversait la famille Mitchell. Apparemment, le mari d'Émilie avait cherché des prêts-relais. Leurs finances s'effondraient plus vite que je ne l'avais imaginé. Quand Nina a de nouveau appelé ce soir-là, elle n'a pas pris la peine de cacher sa satisfaction. Tu sais ce qu'on dit, quand on construit sa maison sur un terrain emprunté, la tempête n'a pas besoin d'être grosse pour l'emporter. J'ai souri faiblement. Je n'ai jamais voulu les voir échouer, Nina. Je voulais juste qu'ils arrêtent de m'utiliser pour rester à flot. Je sais, a-t-elle dit. Mais parfois, l'échec est le seul professeur que les gens écoutent. La semaine suivante, j'ai reçu un SMS d'une vieille amie de la famille, Margaret. Laura. J'ai croisé ta mère au magasin. Elle avait l'air bizarre. Elle a dit à tout le monde que tu leur avais pris la maison familiale. Les gens commencent à parler. J'ai expiré. Laisse-les parler, ai-je répondu. Je n'allais plus me défendre. La vérité n'avait pas besoin d'un communiqué de presse. Le lendemain matin, je me suis arrêté au café local près de mon bureau. En attendant ma boisson, j'ai entendu 2 femmes à la table voisine. C'est tellement dommage, a dit l'une. Après tout ce qu'elle a fait pour eux, ils se sont retournés contre elle. Tu imagines?
L'autre femme a secoué la tête. Cette famille l'utilise depuis des années. Tout le monde le sait. Leurs voix se sont fondues dans le bourdonnement de la machine à expresso, mais pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, la justification. Plus tard dans la journée, Nina a appelé avec une mise à jour. C'est officiel, a-t-elle dit. Le comté a confirmé votre propriété. Les Mitchell n'ont aucune revendication légale, aucun droit d'appel. J'ai regardé l'horizon par la fenêtre, la rivière scintillant au loin. C'est fini alors. C'est fini, a-t-elle dit. Du moins sur le papier. Le week-end suivant, mon téléphone a de nouveau vrombi. Cette fois, c'était un email d'une adresse inconnue. Je l'ai ouvert. Sujet, s'il te plaît, Laura. Le message était court. Nous vendons la maison de West Lynn. Nous ne pouvons pas suivre avec les factures. Pourrions-nous rester à la maison du lac pendant quelques mois, juste le temps que les choses se calment? Ce n'était pas signé, mais je n'avais pas besoin de vérifier. Je reconnaissais la tournure de phrase de ma mère n'importe où. J'ai fermé l'email sans répondre. Cette nuit-là, je suis sorti sur mon balcon, un vent froid frôlant mon visage. La ville en contrebas scintillait sous les lampadaires, calme et infinie. J'ai pensé à toutes les années où je les avais portés, à la façon dont chaque solution que j'avais offerte ne faisait qu'augmenter leurs besoins de moi. Cette fois, je ne les sauvais pas. Une semaine plus tard, une amie du lac Oswego a appelé. Tes parents vendent des meubles devant chez eux, a-t-elle dit doucement. On dirait qu'ils déménagent vraiment. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert mon journal. Pour la première fois, je n'ai pas écrit sur la douleur ou la trahison. J'ai écrit sur l'équilibre, sur la façon dont la justice n'avait pas toujours besoin de bruit, sur la façon dont le silence pouvait être sa propre forme de pouvoir. Dehors, la lumière du soir s'estompait sur la ville. J'ai pensé à cette maison du lac, la même qu'ils avaient traitée comme un trophée, la même qui était devenue la scène de mon éveil. Ils perdaient tout ce qu'ils avaient construit sur la tromperie. Et je n'avais pas eu à lever le petit doigt. Je ne me sentais pas fier. Je ne me sentais pas en colère. Je me sentais juste libre. En fermant le journal, j'ai remarqué quelque chose qui dépassait entre les pages. Une vieille enveloppe jaunie. Mon nom écrit en écriture cursive de ma mère. C'était l'invitation au mariage, celle qu'elle avait envoyée avec la mauvaise date. Je ne l'avais finalement pas jetée. Je l'ai regardée un long moment, puis je l'ai remise dans le tiroir et je l'ai fermée doucement. Certaines choses ne méritaient ni le feu ni la fureur, juste l'oubli. Quand j'ai éteint les lumières cette nuit-là, la ville à l'extérieur scintillait dans le noir, calme et stable. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression que le monde avait enfin rattrapé la vérité. Le titre a attiré mon attention avant même que je n'ai fini mon café du matin. Un couple de designers locaux fait face à des difficultés financières après une querelle familiale. La photo en dessous était celle d'Emily et de son mari, tous deux souriant avec raideur lors d'un événement caritatif datant de plusieurs années. J'ai regardé l'article un long moment, non pas parce qu'il me surprenait, mais parce qu'il ne le faisait pas. Le journaliste citait ma mère, bien sûr. Nous voulons juste la paix, avait-elle dit. Notre fille aînée nous a tourné le dos quand nous avions le plus besoin d'elle. Le succès l'a changé. J'ai ri sous cape. Le son était sec et aigu. Le succès ne m'avait pas changé. La vérité, si. Mon téléphone a vrombi une minute plus tard. Nina. Tu l'as vu, a-t-elle demandé sans préambule. Je le regarde en ce moment. Je m'en doutais. Ils ont dû aller voir la presse hier soir. L'article les dépeignait comme des victimes, des parents tragiques abandonnés par leur fille égoïste. J'ai siroté mon café. Ils ont toujours aimé le drame. Nina a hésité, sa voix s'adoucissant. Veux-tu que je fasse une déclaration? J'ai de nouveau regardé l'écran, relisant les mots de ma mère une dernière fois. Nous n'avons toujours voulu que ce qu'il y a de mieux pour elle. Non, ai-je dit finalement. Laisse-les parler. La vérité n'a pas besoin d'un microphone. Quand nous avons raccroché, j'ai parcouru la section des commentaires sous l'article. Certaines personnes sympathisaient avec mes parents, d'autres non. L'un a attiré mon attention. Si vous voulez mon avis, on dirait qu'elle a enfin fixé des limites. Tant mieux pour elle.
J'ai souri, juste un peu. À midi, ma boîte de réception était pleine, de vieux amis, des connaissances, et même quelques journalistes voulant entendre ma version. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Je n'étais pas intéressé par les gros titres ou les explications. Pendant des années, j'avais vécu ma vie à travers leur version des événements. Maintenant, je ne devais d'histoire à personne. Cet après-midi-là, je suis passé au bureau de Nina. Elle avait une copie du journal local pliée proprement sur son bureau. Ils sont désespérés, a-t-elle dit en tapotant l'article. Ils essaient de contrôler le récit parce qu'ils ne peuvent pas te contrôler. J'ai pris le journal, parcourant à nouveau les lignes. C'est étrange, ai-je dit doucement. Pendant si longtemps, j'ai pensé que leur approbation me définissait. Maintenant, leur désapprobation me semble être la liberté. Nina a souri. C'est comme ça que tu sais que tu es enfin sorti. En quittant son bureau, l'air à l'extérieur sentait la pluie et quelque chose de propre, comme une remise à zéro. Mais la tempête n'était pas encore terminée. 2 jours plus tard, je suis entré dans le café près de mon appartement et j'ai immédiatement senti le changement. Les gens se sont retournés en chuchotant. Une femme au comptoir m'a souri nerveusement, comme si elle ne savait pas si elle devait me plaindre ou me louer. J'ai commandé ma boisson et j'ai fait semblant de ne pas remarquer. En prenant ma tasse, un homme derrière moi a dit « Eh, vous êtes cette femme de l'article, n'est-ce pas, celle qui a pris la maison de ses parents ?» Je me suis retourné pour lui faire face. Il avait l'air assez inoffensif. Milieu de la quarantaine, curieux, mais pas cruel. « C'est moi », ai-je dit d'une voix égale. Il a cligné des yeux, s'attendant peut-être à un déni. Je voulais juste dire, a-t-il ajouté, tant mieux pour vous. Les gens oublient que les limites font partie de l'amour. J'ai hoché la tête, je l'ai remercié et je suis parti. Dehors, le vent s'est levé, dispersant des feuilles humides sur le trottoir. J'ai pensé à la facilité avec laquelle les histoires se tordent lorsqu'elles sont racontées par la voix la plus forte. Mais je n'avais plus besoin de me battre pour le volume. Ma paix parlait plus fort. Plus tard dans la semaine, un autre article a été publié, cette fois sur l'entreprise d'Emily. Une entreprise de design sous enquête pour fausses déclarations. Apparemment, un client avait découvert qu'elle les recevait dans sa propriété au bord du lac, celle à mon nom. Je me suis assise à la table de ma cuisine en lisant l'histoire, l'ironie presque trop riche. Ma famille avait essayé de m'humilier en public et, ce faisant, s'était exposée. Ce soir-là, Nina a de nouveau appelé. Il s'effondre rapidement, a-t-elle dit. L'entreprise d'Emily perd des clients. Et selon les rumeurs, la maison de tes parents est sur le marché. Ils sont noyés sous les dettes. Je me suis adossé à ma chaise. Je n'ai pas eu à lever le petit doigt. Le karma a une bonne visée, a dit Nina. Mais je ne célébrais pas. Je n'étais pas en colère non plus. Juste fini. Quand nous avons raccroché, j'ai éteint les lumières et je me suis tenu près de la fenêtre, regardant la ville en contrebas. Des voitures se déplaçaient comme de l'enflot de lumière. Des gens traversant les rues sous des parapluies, la vie continuant comme si rien de tout cela n'avait d'importance. Et peut-être que dans le grand schéma des choses, ce n'était pas le cas. Mon reflet dans la vitre avait l'air calme mais plus âgé, en quelque sorte. Plus fort. Ils perdaient tout ce qu'ils avaient construit sur des mensonges, et je ne faisais même plus partie de l'histoire. Le lendemain matin, une enveloppe a glissé sous la porte de mon bureau. Pas de nom, juste du papier épais et une écriture soignée. Je l'ai ouverte avec précaution. À l'intérieur se trouvait une copie du dernier article, et au dos, une note manuscrite en écriture cursive de ma mère. Tu as gagné. Es-tu heureuse maintenant? Je me suis assise, tenant la note un instant avant de la mettre de côté. Le bonheur n'était pas le bon mot. La paix l'était. Vers midi, j'ai déjeuné avec Nina. Tu as l'air différente, a-t-elle dit en nous asseyant. Plus légère, ai-je dit, comme si j'avais enfin cessé de porter un poids qui n'était pas le mien. Tu sais qu'ils continueront d'essayer, a dit Nina. La culpabilité publique, la manipulation. Ça ne s'arrête pas du jour au lendemain. Je sais, ai-je dit en remuant ma boisson, mais je ne joue plus. En rentrant chez moi plus tard, un autre email m'attendait, cette fois d'un grand journal. Nous aimerions vous offrir une chance de partager votre point de vue. Votre histoire pourrait aider d'autres personnes qui ont vécu une trahison familiale.
Je l'ai regardé un moment, puis je l'ai fermé sans répondre. Je n'avais pas besoin d'une plateforme pour valider ce que je savais déjà. Ce soir-là, j'ai fait une promenade au bord de la rivière. L'air était vif, l'eau sombre et calme. Un couple était assis sur un banc à proximité, partageant une conversation tranquille. J'ai attrapé des bribes de quelque chose sur le pardon, sur le fait de recommencer à zéro. J'ai souri faiblement. Le pardon. Ce mot signifiait autrefois la reddition. Maintenant, il signifiait la libération. Mon téléphone a de nouveau vrombi. Un nouveau message vocal de papa. Sa voix était fatiguée, presque creuse. Laura, a-t-il dit, nous ne sommes pas les mêmes sans toi. C'est peut-être ce que nous méritons. Tu manques à ta mère. S'il te plaît, appelle-la. J'ai laissé le message se jouer, puis je l'ai supprimé. Alors que le soleil plongeait bas, peignant l'eau de traînées oranges, j'ai ressenti une douleur. Pas de la tristesse exactement, mais l'écho de ce qui avait été de l'amour. Le genre qui avait été trop étiré, trop tordu. Ils étaient toujours ma famille de nom, mais pas de lien. Et peut-être que c'était bien comme ça. En arrivant à mon appartement, je me suis versé un verre de vin et je me suis assise près de la fenêtre. Le ciel à l'extérieur est devenu violet, les premières étoiles apparaissant une par une. J'ai pensé à la maison du lac Oswego, à la façon dont la lumière frappait l'eau au crépuscule, à l'odeur de cèdre, au son du vent dans les arbres. Ils avaient pris cette maison pour acquise, tout comme ils l'avaient fait avec moi. Maintenant, les deux étaient de nouveau à moi. Calme, stable, intouchable. J'ai chuchoté dans la pièce vide, laissez-les crier. La vérité ne crie pas en retour. Les mots ressemblaient à une conclusion, pas à un défi. Mon téléphone a vibré une dernière fois cette nuit-là. Une notification du bureau de mon avocate. Avis, la famille Mitchell tente de déposer un litige de propriété. Audience prévue le mois prochain. J'ai souri, lentement et avec certitude. Une dernière performance, me suis-je dit. Puis j'ai posé le téléphone, j'ai fini mon vin et j'ai regardé les lumières de la ville s'allumer, calme, imperturbable et intouchable, tout comme moi. Le palais de justice du centre-ville de Portland sentait la pluie et le vieux bois. Je suis arrivé en avance, le couloir presque vide, à l'exception du bourdonnement des néons et du rythme régulier de mes talons sur le carrelage. Mes paumes étaient sèches, mon rythme cardiaque régulier. Je m'attendais à de la nervosité, peut-être de la colère, mais tout ce que je ressentais était de la clarté. Nina m'a retrouvé près du banc devant la salle d'audience 4B. Elle portait un tailleur sombre et cette même expression composée qui faisait que les gens la sous-estimaient jusqu'à ce qu'elle parle. « Prête ?» a-t-elle demandé. « Je suis prête depuis des années », ai-je dit. Elle a esquissé un petit sourire, du genre qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Alors finissons. À l'intérieur, la pièce était froide, presque stérile. Mes parents étaient assis de l'autre côté de l'allée. Papa avait l'air plus petit que dans mon souvenir, les épaules arrondies. Les cheveux de maman étaient parfaitement coiffés, mais ses yeux étaient cerclés de rouge, la peau en dessous pâle. Émilie n'était pas là. Peut-être qu'elle ne pouvait pas y faire face. Peut-être qu'elle s'en fichait. Quand le juge est entré, tout le monde s'est levé. Le son du maillet a résonné une fois, net et final. Leur avocat, un homme que je n'avais jamais vu auparavant, s'est levé et s'est lancé dans une déclaration répétée sur l'intention familiale et les accords mal compris. Il a parlé de responsabilité partagée, d'investissements émotionnels, d'entente tacite. Son ton était doux, presque suppliant, comme s'il racontait une triste histoire au lieu de présenter un cas. Quand ce fut le tour de Nina, elle n'a pas élevé la voix. Elle n'en avait pas besoin. « Votre honneur », a-t-elle dit d'une voix égale. La propriété en question a été achetée uniquement par ma cliente, mademoiselle Laura Mitchell. Elle a couvert la compte, les frais de clôture, et tous les impôts et frais d'entretien au cours des 5 dernières années. Il n'y a pas de cosignataire, pas de compte partagé, et aucun accord écrit transférant la propriété. Les plaignants, ses parents, y ont résidé avec sa seule permission. Ils ont également profité de sa location illégale sous leur propre nom. Elle a tendu au juge un dossier soigné de documents, chacun étiqueté et muni d'un onglet. Le juge les a parcourus lentement, ajustant parfois ses lunettes. « Madame Mitchell », a-t-il dit enfin, en regardant ma mère. « Est-ce vrai ?» Elle a bougé sur son siège.
Nous avons géré la maison pour elle, a-t-elle dit, la voix tremblant légèrement. C'était toujours censé être une propriété familiale. Laura n'a jamais dit que nous ne pouvions pas. Nina s'est avancée. Les intentions ne priment pas sur la propriété, votre honneur. Et comme vous pouvez le voir ici, elle a tapoté une page, Mademoiselle Mitchell a déposé un avis de propriété officiel il y a des mois, bien avant cette poursuite. Le juge a hoché la tête. Je vois. Papa s'est éclairci la gorge. Nous n'essayons pas de lui prendre quoi que ce soit, a-t-il dit, sa voix basse et fatiguée. Nous voulons juste de l'équité. Nina n'a pas bronché. L'équité ne se mesure pas en culpabilité, monsieur Mitchell. Elle se mesure en droit. La salle est devenue silencieuse. Même le bourdonnement des lumières semblait s'estomper. Le juge s'est adossé, les mains jointes. La preuve est claire. La propriété appartient uniquement à mademoiselle Laura Mitchell. Toute réclamation continue sur la propriété sera rejetée avec préjudice. Le maillet a frappé une fois, le son net et absolu. Pendant une seconde, personne n'a bougé. Les yeux de maman se sont agrandis, sa main agrippant le bras de papa. Il regardait droit devant lui, la mâchoire serrée. Puis, sans me regarder, ils se sont levés et ont quitté la pièce. Nina a rassemblé les papiers calmement, les remettant dans sa mallette. « Félicitations », a-t-elle dit doucement. « C'est officiel. » J'ai expiré, réalisant que j'avais retenu mon souffle. Je ne pensais pas que je ressentirais quoi que ce soit. « Tu le ressentiras », a-t-elle dit. « Donne-lui juste du temps. » Quand nous sommes sortis, le ciel était devenu d'un argenté sourd, la neige tombant en flocons légers et lents. J'ai incliné la tête en arrière et je les ai laissés atterrir sur mon visage. Ils ont fondu instantanément, froids et purs. Nina a mis ses mains dans ses poches. « Tu es libre de maintenant, du moins financièrement. » La liberté est étrange, ai-je dit. Elle l'est toujours. Nous nous sommes dit au revoir sur les marches du palais de justice. Elle s'est dirigée vers sa voiture pendant que je restais là, regardant les gens pressés passer, emmitouflés dans des manteaux et des écharpes. La vie continuait, indifférente à qui avait gagné ou perdu à l'intérieur de cette salle d'audience. Le soir, j'ai conduit jusqu'à la maison du lac Oswego pour la première fois depuis des mois. La neige avait cessé, laissant les routes glissantes et silencieuses. La maison avait l'air la même de l'extérieur, de hautes fenêtres reflétant le lac, un revêtement en cèdre assombri par l'humidité, mais elle semblait différente. L'air autour d'elle était calme, dépouillé de l'énergie qu'il avait autrefois lorsque mes parents le remplissaient de bruit et de prétention. J'ai déverrouillé la porte et je suis entré. L'écho de mes pas a rebondi dans l'espace vide. Ils avaient déjà vidé leurs affaires. Plus de photos de famille. Plus de rideaux à fleurs. Juste des murs nus et la lumière du soleil se déversant sur le parquet. J'ai traversé chaque pièce lentement. Le salon où ils avaient organisé des fêtes. La cuisine où j'avais autrefois aidé maman à décorer un gâteau. La chambre d'amis où Émilie avait l'habitude de séjourner lorsque son mariage battait de l'aile. Tout était creux maintenant, nettoyé. Dans un coin du salon, j'ai trouvé une seule boîte qu'ils avaient laissée derrière eux. À l'intérieur se trouvait une photo encadrée, moi à 16 ans, souriant à côté d'Émilie lors d'un barbecue familial oublié. Je l'ai regardée longtemps, puis je l'ai posée face contre le comptoir. Cette maison n'était plus leur symbole. C'était la mienne. Alors que le soleil descendait plus bas, j'ai ouvert les portes arrière et je suis sorti sur la terrasse. Le lac s'étendait devant moi, vitreux et immobile. Quelques canards glissaient sur la surface, laissant des ondulations qui s'estompaient au loin. Je me suis appuyé sur la balustrade, respirant l'air froid. C'est fini, ai-je chuchoté. Mais cela ne sonnait pas comme une victoire. Cela sonnait comme la paix. Une portière de voiture a claqué à proximité, et je me suis retourné. Nina se tenait près de sa voiture, tenant une bouteille de vin. « Je pensais que tu en aurais besoin », a-t-elle crié. J'ai ri doucement et je suis descendu pour la rejoindre. « Tu n'avais pas à conduire jusqu'ici. Je ne voulais pas que tu boives seul pour ton premier jour de liberté », a-t-elle dit en me tendant la bouteille. Nous nous sommes assises sur la terrasse, sirotant du vin directement à la bouteille, notre souffle se transformant en brume dans l'air froid. « À la liberté », a-t-elle dit en levant la bouteille. « Aux leçons apprises », ai-je répondu.
Celles qui coûtent cher, a-t-elle souri. Les meilleures le sont toujours. Nous avons parlé un moment de tout et de rien, du procès, de ses prochaines affaires, de la façon dont la neige rendait tout plus doux que ce n'était. Quand elle est finalement partie, je suis resté sur la terrasse, regardant le lac. À l'intérieur de la maison, c'était calme, paisible. À moi. Mon téléphone a vrombi sur le comptoir. Un nouveau message. J'ai hésité avant de le vérifier. Nous avons tout perdu, Laura. Je ne sais pas comment réparer ça. J'espère qu'un jour tu pourras nous pardonner. C'était d'Emily. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai posé le téléphone. Le pardon n'était pas quelque chose que je pouvais donner sur demande. Il devait pousser de lui-même, lentement et honnêtement. Et peut-être qu'il le ferait, mais pas ce soir. Je suis retourné à la fenêtre, le clair de lune projetant de longues traînées argentées sur le sol. Mon reflet dans la vitre avait l'air calme, sans fardeau. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas défini par ce que je donnais ou ce qu'il prenait. Cette maison, cette paix, ce silence, tout m'appartenait, et j'avais l'intention de le garder ainsi. 6 mois plus tard, le lac avait un aspect différent. L'eau était plus calme, plus claire, reflétant une large étendue de ciel bleu au lieu des tempêtes grises qui s'y étaient accrochées l'hiver dernier. J'étais assise sur le porche de la maison du lac Oswego avec une tasse de thé à la main, regardant la lumière du soleil danser sur la surface. La maison était silencieuse, mais elle n'était plus solitaire. Elle était mienne dans tous les sens du terme. Les derniers mois avaient été une étrange sorte de paix. Pas d'appel téléphonique, pas de message chargé de culpabilité, pas d'urgence soudaine qui nécessitait que mon compte en banque sauve la situation. Juste le silence. Et dans ce silence, j'avais appris à respirer à nouveau. J'ai commencé à travailler à distance pour une nouvelle entreprise, concevant des projets durables qui me rendaient vraiment fier. J'ai planté des herbes près de la fenêtre de la cuisine, j'ai remplacé les lourds rideaux par du lin doux et j'ai laissé la lumière inonder des espaces qui avaient été fermés trop longtemps. Certains matins, je me réveillais en m'attendant au vieux réflexe, l'envie de vérifier si quelqu'un avait besoin de quelque chose de moi. Mais cela passait plus vite chaque semaine. Ce qui l'a remplacé n'était pas de l'amertume. C'était quelque chose de plus léger. De la gratitude, peut-être. Un après-midi d'avril, Nina est passée. Elle a garé sa voiture près du quai et m'a fait un signe de la main avec cette confiance facile qui la caractérise. « Tu as l'air énervante de sérénité », a-t-elle taquiné en montant les marches. « J'apprends à ne rien faire », ai-je dit en souriant. Il s'avère que c'est plus difficile que ça en a l'air. Elle a ri, posant une bouteille de vin. « Tu l'as mérité. Tu sais, tout le monde n'a pas la chance de recommencer à zéro aussi complètement. » Je n'ai pas recommencé à zéro, ai-je dit doucement. J'ai juste arrêté de tourner en rond. Nous sommes restés assises dehors pendant des heures, parlant de tout sauf du passé. Des fleurs sauvages qui poussaient au bord du lac. D'un nouveau client qu'elle avait pris, d'un podcast qu'elle pensait que j'aimerais. Quand elle est partie, elle m'a serré dans ses bras plus longtemps que d'habitude. « Tu es différente, Laura », a-t-elle dit. « Tu es plus légère. » Je l'ai regardée s'éloigner sur la route de gravier, le son de sa voiture s'estompant au loin. Elle avait raison. J'étais plus légère parce que, pour la première fois depuis des années, je ne les portais plus. Ce soir-là, j'ai trouvé un vieux journal niché dans une des boîtes que j'avais apportées de l'appartement. À l'intérieur se trouvaient des pages remplies d'une écriture agitée, des listes de choses que je voulais faire, d'endroits que je voulais voir, d'objectifs que j'avais écrits mais jamais poursuivis. J'ai souri à la version de moi-même qui pensait qu'elle devait attendre la permission de vivre. Au bas d'une page, écrit d'une écriture plus jeune et plus optimiste, se trouvaient les mots « Sois quelqu'un que je serais fier de rencontrer ». Je les ai chuchotés à voix haute, laissant le son remplir la pièce. Je crois que j'ai réussi, ai-je dit à la maison vide. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre par la poste. L'écriture était familière, élégante, en boucle, délibérée. Celle de ma mère. Ce n'était pas long, juste quelques paragraphes. Elle disait qu'ils avaient vendu la maison de West Lynne, que papa n'allait pas bien, qu'Emily avait déménagé dans un appartement plus petit avec son mari. Il n'y avait pas d'excuse, pas vraiment, juste une ligne qui m'a coupé le souffle. Nous pensions que le contrôle était de l'amour. Peut-être que nous avions tort. J'ai plié la lettre avec soin et je l'ai glissée dans le tiroir de mon bureau.
Je ne ressentais plus de colère. Juste une douleur pour ce qui aurait pu être. Mais certaines blessures n'étaient pas destinées à être rouvertes. Elles étaient destinées à rappeler. Ce soir-là, je me suis de nouveau assise dehors, regardant le soleil plonger derrière les arbres. L'air était doux et chaud, portant la faible odeur de pin. Un couple de canards est passé en glissant, laissant de calmes ondulations derrière eux. J'ai pensé à toutes les versions de moi-même qui avaient mené ici. La fille désespérée, la pourvoyeuse épuisée, la femme qui confondait la loyauté avec l'amour. Chacune m'avait appris quelque chose de nécessaire. Le pardon, ce n'était pas de les laisser revenir. C'était de me laisser partir, libre. Le vent a bruissé dans les arbres, et j'ai souri. Je vous pardonne, ai-je chuchoté, bien qu'il ne l'entendrait jamais. Et je me pardonne aussi. Plus tard dans la semaine, j'ai déjeuné avec Nina en ville. Elle a écouté pendant que je lui parlais de la lettre, des jours calmes, de l'étrange sensation de ne pas attendre la prochaine crise. Quand j'ai eu fini, elle a incliné la tête. Alors, et maintenant, a-t-elle demandé. Je pense à transformer la maison du lac en une retraite, ai-je dit. Un endroit pour des gens comme moi, des gens qui ont besoin de recommencer à zéro sans excuse. Elle a souri. Une fin poétique. De la survie au sanctuaire. Quelque chose comme ça. En rentrant chez moi, la route longeait l'eau, la lumière du soleil clignotant entre les arbres. J'ai baissé la vitre et j'ai laissé le vent emmêler mes cheveux. L'air sentait le cèdre et la liberté. En arrivant à la maison, une seule enveloppe attendait près de la porte. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une photo. Moi et Émilie, debout ensemble, enfants, près d'un gâteau d'anniversaire. Toutes les deux riant, les visages barbouillés de glaçage. Au dos, de son écriture, 3 mots. Je suis désolé, Laura. Je suis resté là longtemps, la photo tremblant légèrement dans ma main. Les excuses que j'avais attendues pendant des années étaient finalement arrivées, silencieuses et petites, enveloppées dans un moment qui ne faisait plus mal. Je les plaçais dans le même tiroir que la lettre de ma mère. Certaines choses étaient mieux gardées comme des rappels du chemin parcouru, pas de la chute. Cette nuit-là, je me suis de nouveau assise au bord de l'eau. La lune était basse, le lac ondulant sous une lumière argentée. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé. La trahison, le silence, le tribunal, la libération. Tout menait ici. La paix n'était pas quelque chose que j'avais trouvé. C'était quelque chose que j'avais construit. Alors que la brise se déplaçait sur l'eau, j'ai chuchoté à moi-même, voilà à quoi ressemble un nouveau départ. La maison derrière moi brillait doucement dans le noir. Ma vie, calme, imperturbable, à moi. Si quelqu'un m'avait dit il y a un an que perdre tout ce que je pensais être de l'amour me mènerait ici, je ne l'aurais pas cru. Mais parfois, la vie brûle les mauvaises choses pour que nous puissions enfin voir la vérité dans les cendres. J'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert l'application d'enregistrement. À tous ceux qui écoutent, ai-je commencé, ma voix stable, calme. Si vous avez déjà été effacé par les personnes qui étaient censées vous aimer, vous savez ceci, vous n'êtes pas l'absence qu'elles ont laissée derrière elles. Vous êtes l'espace qui attend quelque chose de mieux. J'ai fait une pause, laissant les mots s'installer avant d'ajouter, partagez votre histoire si vous en avez besoin. Quelqu'un, quelque part, a besoin de l'entendre. Puis j'ai arrêté l'enregistrement, je l'ai sauvegardé et j'ai posé le téléphone. La nuit était immobile. Le monde ne me devait pas d'applaudissements, et je n'en avais pas besoin. J'ai fermé les yeux, respirant le calme, sachant que j'avais enfin atteint la fin que j'avais cherchée tout ce temps. Pas la vengeance. Pas la justice.